Bonjour les amis, très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Café IFI. Aujourd'hui, on va discuter avec l'ensemble de l'équipe de pas mal de choses. On va vous parler dans un premier temps de notre feedback. On est revenu de Munich il y a à peu près une dizaine de jours avec un petit ressenti à vous partager. On va parler donc évidemment de ce qui s'est passé là-bas, les exposants, les marques, les nouveautés, les trucs qui nous ont plu, les trucs qui nous ont pas plu. Dans un second temps, on va parler du do it yourself, qui est une thématique qui a souvent été demandée par nos abonnés. Et ensuite, on parlera d'un autre projet qu'on a, mais on en parlera après le teasing. Vous êtes prêts, messieurs ? Allez, c'est parti. Allez, on y va. Comment ça va, messieurs ? Ça va plutôt très bien. Ça va plutôt bien ? Oui, très très bien. On a bien digéré les saucisses de Munich. Là, elles sont passées sur le coup un peu difficile, mais là maintenant ça va. C'est sûr que la gastronomie à Munich, c'est un peu spécial. Hein. C'est typiquement germanique. On a réussi quand même à manger 2-3 trucs à peu près sympathiques. Oui. C'est vrai que c'est... Donc on va démarrer ce podcast avec un feedback plus ou moins partagé pour cette édition de Munich. Toi, papa, qu'est-ce que tu as pensé de avec maintenant une quinzaine de jours de recul, ça fait combien de temps qu'on est parti à Munich ? Ouais, c'est ça, c'était le 17-18. Voilà, donc ça va faire 15 jours qu'on est revenu. Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé de ce salon ? Écoutez, on y est allé effectivement avec beaucoup de curiosité et d'engouement. Ça faisait en plus quelques années qu'on nous étions privés de cette manifestation avec tout ce qui s'est passé ces dernières années, le Covid, etc. Donc c'était intéressant d'aller voir un petit peu ce qui se passait à Munich. Il y avait d'une part voir les tendances actuelles du marché, qu'est-ce que proposent éventuellement je dis éventuellement parce que c'est pas forcément avéré, vous verrez. Donc qu'est-ce que propose le marché, est-ce qu'il y a des nouvelles tendances sur les produits, sur l'économie des produits, est-ce qu'on trouve des produits chers, pas chers, très chers. Là aussi la représentation, les origines de la représentation, est-ce que c'était très asiatique, très européen en matière d'exposants, en matière de visiteurs également. Donc un certain nombre de choses qui nous ont effectivement motivés pour aller là-bas. Et aussi bien sûr pour conforter notre relation avec nos partenaires. On a des partenaires privilégiés puisqu'on apporte des produits en France. Donc tout cela était fortement motivant. Donc l'impression générale, nous avons fait les 2 journées professionnelles, les 2 premières journées professionnelles. La première journée, pas beaucoup on a trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. La deuxième journée plus nourrie en termes de population, donc professionnelle, je dis bien. Une grosse partie du salon était occupée par des stands asiatiques. Il y avait beaucoup d'asiatiques, à la fois en exposants, à la fois en visiteurs. Je ne dirais pas qu'ils étaient majoritaires, mais enfin ils étaient quand même très très représentés. Il nous est apparu aussi, parce qu'on cherchait aussi accessoirement des marques à représenter sur le marché français, mais des marques dans le cadre de notre philosophie que vous connaissez aujourd'hui, c'est-à-dire des produits qui sont performants mais qui restent accessibles. Et on a quand même trouvé une offre qui était effectivement Munich, c'est le salon mondial de la haute fidélité, c'est le rendez-vous des professionnels finalement, importateurs, fabricants, un peu plus encore que retailers, que magasins spécialisés. Et on voit bien l'offre. Grande partie était une offre véritablement orientée vers les marchés étrangers comme l'Asie, les marchés émergents, l'Asie. Et pourquoi on dit ça ? Parce que tout simplement, les propositions qui étaient faites étaient des propositions extrêmement coûteuses. On a écouté sur beaucoup de stands, des enceintes à 500 000 € la paire, par exemple. Donc effectivement, nous, Français, à Lille, on se demande quels sont les Français qui peuvent acquérir de tels types de produits. On s'interroge aussi sur la vraie valeur ajoutée de ces produits, parce que quand on les regarde de plus près, certes, sur certains stands, François avait particulièrement aussi été intéressé par cette écoute sur le stand du groupe danois Audio Group Danemark. Il y avait des enceintes Borensen, par exemple, qui coûtaient 500 000 € la paire. 500 000 €, c'est le prix d'une maison. Hein. Donc, objectivement, ça marchait correctement. Enfin, quand on voit le prix de vente auquel étaient affichés ces produits, il y a quand même un problème, si vous voulez. On n'arrive pas trop à comprendre comment ça peut coûter 500 000 €. Donc, moi-même, vous savez que je suis concepteur, donc je vois ça avec un œil très technique. Et c'est vrai que ces gens-là sont des gens sérieux, ils font des études sérieuses, ils reprennent tous les problèmes à la base, comment fonctionne un HP, comment on inerte une caisse, etc., une ébénisterie. Enfin bon,
500 000 euros, ça paraît quand même un peu décalé par rapport à la réalité, et surtout notre réalité d'aujourd'hui en Europe. Effectivement, on sent quand même qu'il y a un petit problème économique qui est quand même présent un peu partout. Donc quand même quelques belles écoutes malgré tout, notamment sur ce stand. DVX avec Jadis, ça fonctionnait pas mal. Avec une nouvelle enceinte qui s'appelle, je crois, la Wall, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Il y avait une écoute intéressante, c'était pas... Ouais, ça marchait bien. C'était équilibré, ouais. On n'était pas renversé, mais honnêtement, ça marchait bien. Ouais. L'association était très correcte. On a été très bien su par Olivier Visan, notre camarade, patron de chez Davis, et sa collaboratrice Amandine. Quelques rencontres comme ça, un peu inopinées, comme avec le patron de chez Duelund qui nous a accrochés dans le couloir parce que ça fait très longtemps qu'on travaille avec lui et il nous avait pas vu depuis un petit moment. Alors, est-ce que tu peux dire ce que c'est que Duelund, Oui, parce parce que que- tout le monde ne connaît Pardonnez-moi. pas. Duelund, ce sont des composants absolument hors normes qui sont fabriqués en toute petite série au Danemark. Ils ont, il y a 2 ans, pour les connaisseurs, racheté tout le pôle industriel de Jensen. Jensen Capaciteur, connu mondialement pour ses condensateurs de très très haute qualité. Il y avait déjà des synergies entre eux, mais bon, là c'est totalement avéré maintenant. Et c'est toujours des composants qui restent, pour moi, la référence absolue en matière de composants passifs à mettre constitutifs, soit dans une enceinte, dans un filtre d'enceinte acoustique, soit dans un amplificateur, par exemple en code de liaison, par exemple, c'est des trucs qui sont extraordinaires et qui sont aussi, il faut bien le reconnaître, extraordinairement chers. Mais enfin, là au moins il y a un résultat, parce que c'est tout le problème, c'est le rapport investissement-résultat. Moi, je ne suis pas du tout contre le fait de présenter une enceinte à 100 000 euros la paire. Ça ne me dérange pas intellectuellement parlant, même si ça ne s'adresse qu'à une toute petite partie de la population. Encore faut-il que le résultat soit là. Or, dans la plupart des cas, on a du mal à authentifier un résultat, à le cerner, à l'envisager. Vous voyez, donc c'est quand même un peu embêtant. Mais ce qui ne veut pas dire que tous les produits Shure soient mauvais et ne soient pas avérés, ne soient pas légitimes. C'est pas du tout ce que je dis, mais souvent, il y a un décalage trop important. C'est aussi ce que je voulais dire. Donc, ce salon concernait véritablement une partie du monde en matière de business. Les propositions étaient vraiment très onéreuses dans la plupart du temps. C'est toujours cette montée vers le haut de gamme qu'on a du mal à comprendre parce qu'effectivement, quand on voit notre activité s'inscrit dans un contexte sociologique, politique, économique, et en Europe et en France en particulier, on ne voit pas l'intérêt de rentrer des produits à 30 ou 40 000 euros. On a vu des platines vinyles à 150 000 euros. On a vu des choses absolument extravagantes. La nouvelle platine Nagra, par exemple, qui est splendide, dont je ne conteste pas la qualité ni de fabrication ni de résolution. Enfin, on est sur un produit à 100 000 euros, je crois, un peu plus. Enfin, c'est un peu extravagant, même si encore une fois, l'objet est beau, la technologie y est dedans, c'est une évidence. Enfin, qui peut s'offrir ça en France ? C'est vraiment des micro-niches. Par contre, manifestement, ces constructeurs regardent, je pense, l'Asie, les États-Unis certainement aussi un peu, mais il y a ce décalage qui a été effectivement on est resté un peu frustré en fait, c'est ça, sur le fait de ne pas trouver des marques vraiment accessibles et d'excellente qualité sonore. Il n'y en avait quasiment pas, on n'a rien trouvé de nouveau. Au niveau des nouveautés, je terminerai là pour cette intervention d'introduction. Au niveau des nouveautés, on n'a rien trouvé vraiment de nouveau. Je ne sais pas si Nicolas et François vont confirmer ce que j'ai moi-même constaté. J'ai rien vu de particulier, que ce soit en enceinte. Disons que c'est une continuité technologique. J'ai rien vu véritablement de révolutionnaire dans notre domaine d'activité. Un peu comme les voitures ou les motos, il y a un châssis, un moteur, des roues. C'est toujours un peu la même chose, si vous voulez, certes, designé, amélioré. La finition des produits est avérée meilleure, assez exceptionnelle. Chez beaucoup de constructeurs, on voit qu'il y a un travail qui est fait sur la valeur perçue et sur la qualité de finition des produits. Enfin, ce ne sont pas des innovations technologiques en elles-mêmes, évidemment. Et c'est ce que j'ai constaté. Et encore une fois, quand on voit les augmentations successives de prix, on s'interroge sur le bien fondé, je ne sais pas, mais sur le réalisme économique de ces démarches. Voilà ce que je pouvais dire dans un premier temps sur ce salon de Munich. On était très heureux d'y avoir été. On a repris un peu la température générale. On a quand même rencontré pas mal de gens. Donc personnellement, cela m'a bien plu, même si ça a été très fatigant, parce qu'en 2 jours, on fait beaucoup de choses en 2 jours. Et on mange des saucisses. Voilà. Je passe la parole à Nicolas ou à François.
Non, pour compléter un petit peu ce que Eric vient de dire, c'est vrai que alors, au niveau de l'organisation du salon en général, très bien. Nous, on n'y était pas revenu depuis 2019 en fait, puisqu'il y a eu quasiment 2 ans d'arrêt. Et l'année suivante, nous, on n'est pas allé parce qu'au niveau du calendrier, ça marchait pas. Donc, toujours aussi bien organisé, hein, c'est très clair, c'est très carré, hein, c'est à l'allemande, on va dire. Mais par contre, oui, le même sentiment qu'Eric au niveau des produits, des propositions. On a l'impression qu'il y a une espèce de déphasage entre ce qui est proposé sur le territoire européen, on va dire, et la proposition tarifaire par rapport à la capacité en fait d'achat en moyenne évidemment de l'audiophile lambda. Et c'est vrai qu'on se demande, on aurait presque l'impression que c'est un salon en Europe fait pour l'Asie, quoi. Il y a une grosse partie de stands qui, on le sait de toute façon, s'adressent au marché asiatique. De par les prix, de par la taille, de par l'esthétique recherchée, etc. On sait que ce sont un peu des produits qui sont faits pour aller percer sur des marchés plus émergents, où le marché peut-être moins mature, plus de gens sont en capacité peut-être d'être dans une espèce de, peut-être pas de frénésie d'achat, mais en tout cas de se lancer vraiment dans un espèce de nouveau marché qui n'a pas encore été autant exploré qu'en Europe, où il y a des pays qui ont vraiment une culture audiophile depuis très longtemps. Et on a un peu ce sentiment-là. Alors il n'y a pas que ça non plus, faut pas non plus être caricatural, mais c'est vrai moi je suis resté quand même beaucoup sur cette impression, avec effectivement beaucoup d'asiatiques, notamment sur les journées professionnelles, donc ça veut dire que ce sont des gens du métier qui étaient là, effectivement beaucoup d'asiatiques dans le salon. Pour autant, on a quand même vu quelques petits produits sympas. Alors il y a des choses qu'on peut pas encore dire vraiment parce qu'on a peut-être des choses qui vont arriver prochainement ou qui sont encore en cours de discussion, mais il y a quand même quelques petites choses sympas, mais effectivement pas de rupture technologique, on n'a pas découvert le truc où on se dit voilà, là on est passé dans un autre monde, il y a un cap qui a été franchi dans la technologie hi-fi qui va peut-être renverser le marché ou vraiment créer un nouveau segment de marché. Non, a priori c'est pas pour maintenant. Non. Moi, ce que j'ai trouvé sur ce salon, puisque c'est vrai qu'on l'avait plusieurs fois et ça faisait un petit moment qu'on n'y avait pas mis les pieds, j'ai trouvé que c'était un salon qui était plus un salon du business de la hi-fi qu'un salon véritablement pour les audiophiles. Oui. Parce que le lambda moyen qui va se balader dans un salon comme ça, quasiment toutes les propositions qui sont faites, en très très grande majorité, sont totalement inabordables pour le visiteur moyen. Ouais. Et ça c'est quelque chose qui me pose un problème, parce que je trouve que ça participe toujours à donner une image de la hi-fi qui est très élitiste. Oui. Parce que c'est sûr que si on fait passer le message qu'il faut compter 150 000 balles pour s'acheter un système hi-fi, évidemment, on va perdre beaucoup de gens. Pour la plupart des gens, c'est une somme qui est absolument considérable. Impensable. Et il faut quand même qu'on dise à nos auditeurs, puisqu'il y a un fantasme autour de tout ça. Bon, les journalistes font leur boulot, ils écrivent des reviews sur les produits, etc. Mais il faut quand même bien comprendre et bien savoir, pour casser un petit peu le mythe qui n'existe pas, l'immense majorité des produits présentés sur ces stands sont totalement invendables en Europe et ils se vendent un petit peu en Asie. Et c'est ce que disait tout à l'heure mon père. La hi-fi haut de gamme aujourd'hui européenne est en grande difficulté. Tous les partenaires avec qui on a travaillé nous l'ont dit. Ils nous ont dit c'est la croissance asiatique qui nous tire vers le haut. Si on n'avait pas l'Asie, on serait foutu. Donc il y a une espèce de course à l'armement pour faire du haut de gamme. Donc pour faire du haut de gamme, la mauvaise réponse en marketing, c'est de faire un produit cher. Parce que, en effet, la justification des produits est absolument infaisable. Bien sûr. On a vu des enceintes à 1,5 million d'euros. Il fallait les voir. Sans compter les électroniques. Sans compter les électroniques. Ça veut dire que vous êtes sur un système à combien ? 800, 900, 1 million d'euros. Il y a 1 million d'euros sur la table. Et quand on écoute le truc, parce que c'est quand même ça aussi le problème, ça marche pas. Mais c'est pas le sujet. C'est-à-dire que c'est des produits qui sont faits non pas pour on a l'impression même pas pour des audiophiles. On aurait plus l'impression que ce seraient des produits qui seraient vendus au même titre qu'une bagnole de luxe, une grosse villa, un truc un peu comme ça, un truc un peu statutaire. C'est des produits faits pour être vendus. C'est des produits faits pour être vendus. C'est en cela que je dis
que c'est vraiment un salon du business de la hi-fi. Et c'est vrai que nous, en étant des professionnels, on est quand même sur le tarmac depuis quasiment 20 ans. On connaît quand même pas mal de monde dans cet univers. On est importateur, on est fabricant, enfin on a quand même une vision globale, même si on est en France un pays qui n'est pas forcément le pays le plus dynamique du monde en termes de hi-fi. On a du mal à projeter ce qu'on voit, sur ce salon chez des clients particuliers. Comme l'a dit mon père, c'est vrai qu'au niveau de la recherche de petits produits à très très bon rapport qualité-performance-prix, comme on adore les présenter, c'est ce qui a fait aussi notre image de marque avec Lim-Audio, Phase Audio, Pylon Audio, tout ça. On n'a pas trouvé cette année vraiment de produits challenger vraiment intéressants où on se dit oh là c'est vraiment le truc sympa pour les clients. Non. C'est toujours des trucs qui sont très chers, qui marchent pas forcément si bien que ça. Il n'y a pas eu vraiment de nouveautés disruptives technologiques où on se dit putain là ouais d'accord on va rentrer avec ce truc là au magasin, on va cartonner. C'est tout le temps des trucs qui sont tout à fait discutables. C'est tout le temps c'est pas un salon où on a pu cette année trouver des trucs vraiment très intéressants pour les clients. Non, pas vraiment. Et pour rebondir sur l'histoire des prix et du marché asiatique, on peut même donner une petite anecdote. Alors on va pas dire qui, quoi, etc. Mais on sait que sur un stand par exemple où un nouveau produit était présenté à 30 000 €, l'importateur asiatique qui était présent est venu voir la marque en disant non mais pour chez nous ce sera pas assez cher, il faut faire x2 minimum. Voilà, c'est ça. Donc c'est-à-dire que sur le marché asiatique, c'est une toute autre politique tarifaire où le prix est complètement décorrélé de la valeur et de la performance du produit. C'est plus du tout le sujet. Il fait partie même de la séduction du produit. C'est-à-dire que si c'est pas assez cher, c'est pas séduisant. Il faut un truc cher. Si c'est pas cher, ça peut pas. Donc ça crée toute une distorsion avec les gammes et les marques s'engouffrent dans ce truc-là. Ouais. Probablement par facilité aussi. Puis, bien sûr. Puis si ça se vend, ils sont contents. Et voilà. Mais en tout cas, nous, en tant que professionnels, vu de notre scope, on n'a pas trouvé pour la France de nouveautés extrêmement intéressante. Une marque d'enceinte large bande, ça on en a parlé. Ouais, on a commencé à en parler. Qui pourrait éventuellement rentrer dans le catalogue à un moment donné, puisque le large bande a une histoire à raconter, puis ça fait des choses très intéressantes. Ouais. Ça, on aura l'occasion éventuellement d'en reparler si ça se concrétise. Mm-hmm. Au niveau des écoutes, pour être tout à fait objectif, faut quand même comprendre que c'est très difficile de faire une bonne écoute. Pour ceux qui sont allés à Munich, qui pourront confirmer, et c'est la vérité aussi sur d'autres types de salons, il y a deux soucis. Déjà, il y a le bruit ambiant. Quand vous écoutez un très beau système, il faut être dans le calme. Oui. Les micro-informations, tout ça, si vous voulez faire une écoute de qualité, il faut faire ça dans un silence. Première chose, il y a un brouhaha pas possible avec les gens qui marchent. Ça sort en permanence etc. Dans tous les salons. C'est très compliqué de faire une écoute de qualité. Et deuxièmement, l'acoustique des pièces. Évidemment. On a de cesse de dire et répéter depuis des dizaines d'années que l'acoustique de la pièce joue pour au moins 50-60% du résultat. Mm-hmm. C'est un fait avéré. Bon, les acoustiques sont vraiment pourris. C'est ça. Les murs. Et on va dire les stands qui se gênent les uns les autres. Exactement. Je me souviens d'une écoute particulièrement marquante. Exactement. Ouais. Pourtant, il y avait un créneau réservé. Donc, on peut imaginer qu'il y avait eu un accord entre les stands, parce que généralement, c'est comme ça que ça se passe. Et dès qu'on a commencé à faire l'écoute dans le stand en question, qui était donc c'était un morceau de Prince, hein, donc sur piano-voix, pour ceux qui connaissent l'album, à peine commencé, il y a le stand d'à côté qui était une marque de caisson avec des gros 40 cm qui a commencé à envoyer de la deep house. C'est ça, il y a un gars à côté qui a commencé à faire un test d'infragrave avec un boomer de 40 ou de 48, je sais pas quoi, il a commencé à envoyer la sauce. Là, ça fait trembler les murs, donc c'est impossible d'écouter dans ces conditions-là. C'est vrai que on peut pas non plus se faire une idée objective des produits dans ces conditions-là. Non, c'est assez compliqué. Sinon, il y a pas mal de gens qui nous ont apostrophé dans les stands. On est avec notre petite émission finalement bien connue dans les réseaux. Oui, on a même été reconnu par un monsieur d'Arabie Saoudite, je crois. Dubaï. Ouais. Dubaï, qui tient un magasin à Dubaï et qui parle très bien français. On a vu quelques chez Duedoun, Frédéric Caro, nous suit aussi sur ses... Alors qu'il ne parle pas le français, mais il nous suit aussi sur nos vidéos, il dit que c'est très bien. C'est toujours sympa. On a combien? On a 7000 abonnés maintenant à peu près, 6900 c'est ça, on arrive sur les 7000, absolument. Donc merci pour votre soutien et c'est vrai qu'on va essayer de faire des cafés hi-fi. Il y a des gens qui nous ont dit il faut en refaire. Bah, oui. C'est vrai que c'est un boulot pas possible, hein. Il faut faire les vidéos, il faut trouver le temps, il faut qu'on soit Il faut qu'on soit au même endroit au même moment déjà. Exactement. Ce qui n'est pas toujours évident. Et puis effectivement, il faut le temps, le montage, etc. quoi. Donc un salon bien organisé, beaucoup de professionnels.
Nous, on n'a pas participé. Nous, du samedi, on était déjà repartis. C'était le jour où les particuliers peuvent venir visiter. Mais quand même, pas mal de monde. Il y avait quand même de la fréquentation. Surtout à partir du deuxième jour, effectivement. C'était quand même relativement chargé. Il y avait des gens du monde entier. Et c'est vrai, pas mal d'Asiatiques qui sont en train de... L'Asie, c'est un marché énorme pour un fabricant, parce qu'il y a une population qui est tellement phénoménale là-bas que même si vous faites un petit chiffre démultiplié par le nombre de magasins et par la population, ça fait tout de suite des scores énormes. Si vous percez, si vous arrivez à rentrer sur le marché asiatique, d'après ce que j'ai compris, en plus, il y a quelques personnes qui tiennent tout le réseau. Site, par exemple, l'importateur Fez en Chine, il travaille sur la Thaïlande, sur toute l'Asie. Il fait tout le tour avec Singapour, etc. C'est une puissance de feu considérable. Il passe des commandes. Si vous rentrez là-dedans, c'est énorme. Il passe des commandes incroyables. Là, ça part. Nous, on reçoit des palettes, eux, ils reçoivent des containers. Des conteneurs, mais bien sûr. Des containers complets. C'est un truc de malade. Ils ont un débit là-bas. Et c'est vrai, une frénésie, comme François l'a dit, de hi-fi qui s'apparente peut-être à celle que nous, on a connue. Peut-être en Europe dans les années 70-80, avec un taux d'équipement qui est beaucoup plus faible là-bas. Il y a vraiment un appétit de hi-fi là-bas qui est énorme. En France et en Europe, en Allemagne par exemple, le marché est un peu saturé. C'est pas la même envie, la même consommation en termes de volume par habitant en hi-fi que ici. C'est ça, exactement. On voudrait répondre aussi aux questions des auditeurs. On a quelques questions, je vais les prendre sur le téléphone. Il y a eu pas mal de questions qui sont... On va essayer de répondre à vos questions sur le... Alors, je vais les prendre plus ou moins dans l'ordre. Sur les commentaires de Facebook quand on avait dit qu'on ferait un podcast. Donc on a une première question de Chris qui nous dit « Dans cette période où on a le sentiment que le Covid, la guerre, les semi-conducteurs et l'énergie et j'en passe ont bon dos, bien que ce soit un sujet tabou, surtout en France, peut-on savoir si le prix des appareils actuels, la répartition de chaque élément comme le prix de fabrication, la marge du constructeur, etc., le fait que ce soit fabriqué parfois, voire même souvent à l'étranger, les marges importateurs, les marges revendeurs, les marges intermédiaires, etc. Est-ce qu'on peut démêler un petit peu tout ça ? Tu veux répondre ? Je veux bien essayer de répondre parce que je n'ai pas la vérité, évidemment, révélée pour ce type de questions. Factuellement, nous, on constate bien que dans l'approvisionnement des composants, puisque on est aussi en partie donc fabricant d'enceintes, on voit bien qu'il y a une augmentation des tarifs des composants. D'où vient-elle ? Est-ce qu'elle vient des fabricants elles-mêmes de composants ? Est-ce qu'elle vient des intermédiaires ? Parfois, on s'adresse à des grossistes, donc c'est toute une chaîne de valeur avec des marges qui sont éclatées sur la chaîne de valeur. Et effectivement, si vous avez 15% à l'entrée, avec des gens qui à chaque fois prennent une marge, vous arrivez avec un prix qui prend des tournures exponentielles en fin de course. Autre élément également important, très important même, c'est au niveau des produits finis, puisqu'on achète aussi des produits finis en tant que soit qu'importateur, soit quand on voit, je ne vais pas citer d'exemple précis, mais enfin, on a des produits types qui avaient un succès considérable à leur présentation initiale au magasin, qui ont quasiment augmenté. Un appareil qui était à 2 000 € est aujourd'hui à 3 000. Donc c'est sûr que c'est quand même un peu dissuasif pour le consommateur, le client plutôt final. C'est pas de consommer, il s'agit plutôt d'acquérir du matériel. À la fin de cycle, si vous voulez, la personne qui avait budgété 2 000 € pour son ampli, vu qu'en un an, l'ampli qu'il vient rechercher est à 3 000, si vous voulez. Psychologiquement, c'est chiant. C'est un peu réducteur, d'autant plus qu'il n'a pas vu, lui, très, très, très factuellement, ramener vraiment à la source. Lui n'a pas vu son salaire augmenter de 50% en l'espace d'un an ou de 2 ans. Donc effectivement, ça crée un problème. On ne sait pas effectivement à qui profite le crime en matière d'augmentation des matières premières. On ne va pas faire de politique, c'est pas tout le but de la... Enfin, le baril de pétrole est aujourd'hui à 70 $. Pourquoi continue-t-on à payer 2 € à la pompe le litre de super? On peut quand même se poser quelques questions légitimes, à minima. Donc, est-ce que c'est pareil dans le monde de l'électronique, on nous parle de la crise des semi-conducteurs, on nous parle de... Pour l'instant, c'est compliqué et c'est quand même assez difficile de savoir qui tire profit de la situation. C'est très compliqué. Alors moi, je voudrais revenir sur un sujet également, très rapidement, sur l'aspect de la situation de la haute fidélité en Europe il y a 30 ou 40 ans. On est quand même aujourd'hui face à une réalité de marché qui est différente. Je crois que les constructeurs qui sont dans le très haut de gamme ont compris que ce n'était pas la qualité du son qui était le plus important, c'était surtout la qualité de présentation, la valeur perçue des produits, etc. Donc ce sont des produits énormes, très lourds, très machin. Et ils ont surtout compris que pour justifier des prix très élevés, il fallait justifier un appareil. Parle bien proche devant ton micro. On a des
des amplificateurs qui font quasiment la taille d'une palette, si vous voulez. Donc, à un moment donné, on peut se dire... et c'est surtout toujours pareil, quand on écoute, on ne va pas dire que ça ne marche pas. On ne va pas dire que ça ne marche pas du tout, ce serait exagéré. Si, on peut le dire. Enfin, Nicolas est plus radical que Plus moi. taquin. Ça fonctionne. Enfin, encore une fois, quand on voit l'effort financier qui est demandé, le résultat qui est obtenu ne correspond pas à l'effort financier demandé. Donc c'est un vrai problème parce que ça dissuade quand même un grand nombre de personnes d'aller vers notre activité parce que ça colore l'ensemble de l'activité, même si on présente parfois des produits beaucoup plus intéressants, même souvent, ici en tout cas c'est le cas, où les rapports prix-valeur sont tout à fait intéressants. Voilà ce que je pouvais dire sur cette inflation. Ce qui est quand même paradoxal, c'est qu'on en arriverait à une situation où les clients qui trouveraient des produits à fort rapport performance-qualité-prix pourraient même se dire c'est pas assez cher, ça peut pas marcher. C'est trop beau pour être vrai. Oui, mais ça c'est ce qu'on fait rentrer effectivement dans la tête des gens. Exactement. Puis il y a aussi le problème des marques, des très grandes marques historiques de la haute fidélité, qui là aussi dans le domaine de l'économie mondiale, depuis la mondialisation, on a connu maintenant la financiarisation et dans le domaine de la haute fidélité n'y échappe pas, ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez beaucoup de majors de la haute fidélité. Je ne vais pas citer de nom pour ne fâcher personne, il suffit d'aller vous renseigner, mais vous avez des très grands noms de la haute fidélité mondiale aujourd'hui qui appartiennent à des fonds de pension. Donc, qu'est-ce que vient faire un fonds de pension dans une entreprise ? Il ne vient pas compter les carambars à la récréation, si vous voulez. Il vient compter des dividendes à la fin de l'année, à la fin de l'exercice. Donc, les choses sont orientées, encore une fois, pour essayer de réaliser des profits maximum en un minimum de temps. Donc, vous voyez ce que ça peut donner au niveau de la conception des... Alors, parallèlement à cela, vous avez des petits constructeurs plutôt artisanaux, des petites entreprises qu'on ne voit pas à Munich. Qu'on ne voit pas à Munich. Parce que c'est beaucoup trop cher. Voilà, parce que là aussi, il y a un barrage, il y a un péage, un péage que tout le monde ne peut pas s'offrir, ne peut pas payer. Prendre l'autoroute, c'est bien, c'est pratique, c'est droit, mais il faut payer, c'est très cher le péage aujourd'hui de l'autoroute. Eh bien, là, c'est la même chose. Une petite entreprise ne peut pas investir 20 000 € dans un salon de 3 jours. À Munich, c'est trop cher. Donc, c'est plus tous les à côté. Donc, oui, ça, c'est que le stand. Alors, on peut aussi imaginer peut-être qu'un jour, il y aura une reprise de l'activité ou des comportements entre guillemets d'achat, des gens qui se retourneront vers des productions peut-être plus locales avec des gens de valeur, des artisans talentueux qui présentent des choses peut-être moins marketées, moins diffusées, mais plus pertinents à la fois en termes de résultats et aussi bien sûr en termes économiques, puisqu'il n'y aura plus toute cette chaîne de valeur à rémunérer qui fait qu'à un moment donné, il y a la correspondance entre en effet l'effort demandé financier et le résultat obtenu pose des questions. Et ça, c'est très décrié par la clientèle. C'est très décrié par la clientèle. Vous êtes très nombreux à nous le dire. En fait, beaucoup de gens s'interrogent, ils s'étonnent, ils ne comprennent pas. J'ai encore eu un client hier au téléphone qui me dit, quand j'ouvre un magazine de fidélité aujourd'hui, mais j'explose de rire. C'est un vieil audiophile qui a été équipé. Il a un système, je ne voudrais pas faire de marginalisation, enfin il a un système avec des grandes marques chez lui, etc. Récemment, il a acquis chez nous une platine CEC à Courroy, une platine CD qui lui donne la plus entière satisfaction. Il avait une très grosse machine avant qui ne marchait pas mieux, donc effectivement, il s'interroge. Il dit comment se fait-il que j'ai mes résultats avec un truc qui coûte 3 fois moins cher ? C'est quand même problématique. Hein. Mais bon, c'est notre travail aussi. On a toujours cherché à aller dans le sens de l'intérêt du client. On part du principe que c'est l'intérêt du client qui est primordial pour sauvegarder nos propres intérêts et non pas l'inverse. Donc c'est totalement différent comme démarche. Alors c'est plus discriminant, on s'attire les foudres de beaucoup de gens de la profession, on s'en fout, parce que de toute façon on travaille honnêtement, correctement, et le but c'est de faire de mal à personne, c'est simplement de satisfaire nos clients, à la fois techniquement, à la fois financièrement, au niveau des coûts d'acquisition du matériel, et avec aussi un suivi du SAV, etc. Enfin, ça, c'est plus particulier à notre activité. Oui. Donc, voilà ce qu'on peut dire. C'est effectivement cette incompréhension qui est installée, qui, quand on revient de Munich, ne sera pas levée après un salon comme Munich, parce qu'on ne revient pas dans l'escarcelle avec des propositions hyper placées. Il y a un superbe ampli, par exemple, à 1 500 € qui serait vraiment hyper musical, qu'on aurait pu trouver dans ce salon. On ne l'a pas trouvé. Voilà. Pour répondre à la question de c'est Chris, c'est ça Chris, ouais. qui pose la question sur l'augmentation des prix et en effet à qui profite le crime. De toute façon, je pense que en très très grande partie, ces augmentations de prix sont entre guillemets justifiées et dans la chaîne de valeur qui est donc fabricant, importateur. En tout cas, nous, on n'a pas
on n'a pas d'intérêt en réalité à une hausse des prix puisque ça nous pénalise fortement. Nous, on achète également nos produits plus chers chez les fabricants directement. Je pense que les fabricants achètent eux-mêmes plus cher le cuivre, même les cartons d'emballage, tout a vraiment monté fortement. Donc, je ne pense pas. Le transport aussi, le coût du transport a explosé. Vous pouvez pas vous imaginer ce que ça coûte de faire venir, par exemple, un appareil cocktail audio par FedEx en avion. Depuis la Corée. Ça coûte une blinde. J'ai plus le chiffre en tête, mais c'est extrêmement cher. Donc je pense pas qu'il y a des intermédiaires, en tout cas dans le domaine de la hi-fi. Dans l'alimentaire, c'est peut-être autrement, mais en tout cas nous dans la hi-fi, je ne pense pas qu'il y ait vraiment des gens qui se goinfrent sur les augmentations de prix. C'est plutôt pénalisant qu'autre chose en vérité. C'est ça, et de toute façon ça remonte dans l'autre sens après, puisque si les gens ne peuvent plus suivre et plus acheter derrière, ça remonte aux fabricants qui ne vendent plus. Donc personne n'a d'intérêt réel. Et cette inflation-là, je pense qu'elle est d'autant plus pénalisante pour des petits produits que pour les gros. Oui, bien sûr. Ça veut dire que celui qui va s'acheter par exemple une bagnole, je sais pas, à 100 000, si elle passe à 105 ou à 110, c'est pas trop le problème. Ça passe toujours. En rapport, c'est pas tellement méchant. Maintenant, un ampli de 2000 à 3000, c'est quand même... C'est handicapant. En valeur absolue, c'est beaucoup plus embêtant sur ce type de produit. Évidemment. Et c'est donc pour répondre à Chris, moi je pense pas qu'il y ait d'acteurs qui se soient réellement satisfaits de cette. C'est plus pénalisant qu'autre chose. Ouais. Ça ne participe pas en tout cas à fluidifier le marché. Je pense. Ça a aussi arrêté des gammes de produits. Ouais, des gammes de produits. Hein. Moi je pense à Yamaha avec qui on travaille énormément depuis des années. Il y a des gammes entières de produits qui ont disparu faute de composants. Donc je pense pas qu'ils se soient spécialement amusés à ça. Ils ont dû relancer de la R&D pour refaire des modèles, etc. Donc non, c'est ça. Je pense plus pénaliser la grande majorité du marché plus qu'autre chose. Ah, je pense, oui. Le revendeur paye plus cher, tout le monde paye plus cher. On a eu l'exemple, on ne va pas citer son nom, mais avec un petit fabricant italien qui fait des produits de très grande qualité, qui nous a très clairement expliqué qu'ils avaient dû effectivement retravailler sur certaines cartes complètement le circuit parce que les composants qui avaient été initiés, validés, à la conception, certifiés dans la conception de leurs appareils à l'origine ont été manque de composants. Donc s'ils voulaient continuer effectivement à proposer ces machines, il fallait qu'ils revoient. Donc il y a même des choses qu'ils ont dû faire carrément développer eux-mêmes. Et comme il disait, il y avait des écarts de prix sur certains composants, ça allait de 1 à 50. C'est complètement délirant. Et lui n'augmentait pas ses prix. Il disait bien, mon problème, c'est... Donc très concrètement, il y a même des gens qui ont été fortement, comme le disait Nicolas, plutôt pénalisés qu'autre chose par rapport à ça. Parce que de toute façon, on est quand même dans un monde qui est un peu tendu sur le plan de la consommation en général. Et peut-être pas partout au même niveau, etc. Enfin, je parle globalement. Et effectivement, si vous augmentez vos prix facialement de 20, 30 ou 40%, vous perdez immédiatement des clients. C'est une évidence. C'est certain. Donc il faut pas se raconter d'histoire. C'est la réalité. C'est une réalité économique. Et comme ça perd en compétitivité. Voilà, donc effectivement, celui qui gagne 10 000 ou 15 000 euros par mois et qui voit sur le plein d'essence augmenter le litre d'essence augmenter de 20 centimes, il s'en fout complètement. Il va faire ça, mais ça ne va pas le pénaliser. Celui qui malheureusement était à un salaire moyen de 1 000 euros ou 1 800 euros ou 2 500 euros, lui, l'augmenter. C'est exactement la même chose, c'est pareil. Et donc, finalement, c'est contre-productif pour nous. On n'a pas intérêt à ce que ces prix continuent à augmenter comme ça, c'est une évidence. Ça rend les produits moins compétitifs et plus difficiles à acquérir. Et puis psychologiquement, je pense que ça bloque aussi pas mal de gens. Quand on a connu un produit à autant pendant des années, c'était quand même des prix qui étaient relativement stables. Là, on a eu des séquences d'augmentation de prix qui n'arrêtaient pas. Ouais. Tous les 2 mois, on recevait une augmentation de 10-15 points sur des produits best-sellers du magasin. Donc, alors, il y a des fabricants qui ont décidé de compenser en diminuant leur marge, c'est-à-dire qu'ils payent plus cher leurs composants, mais ils ne la répercutent pas, si vous voulez, sur les prix des clients. Donc, ils perdent donc, il y a toujours une perte de valeur d'une manière ou d'une autre. Puis c'est des stratégies marketing. On a vu à Varsovie il y a 6 mois maintenant, c'était au mois d'octobre l'année dernière. On a vu une marque, je ne vais pas la citer non plus, mais c'est des pays de l'Est, petits pays de l'Est. Les gens ils verront ce qu'ils veulent y voir en cherchant. On a écouté une personne à 260 000 euros. Et ici à Munich, ils avaient exposé leur petit modèle à 17 000. Parce qu'effectivement, ils savent pertinemment que c'est la Golf GTI, si vous voulez. On vend des Golf diesel et puis on communique sur la Golf GTI. C'est de bonne guerre, c'est du marketing. Ce qui ne veut d'ailleurs pas dire que la Golf diesel est une mauvaise voiture, pas du tout. Non. Mais bon, on présente un produit phare à 260, finalement, 1000 euros, finalement, et là, à Munich, c'est une enceinte de la même marque, le premier modèle à 17 000. Donc, ça prouve bien ça aussi, que les fabricants ne sont pas tous fous et qu'ils savent bien ce qui se passe et ils sortent tous des modèles
entre guillemets, parce qu'une enceinte à 17 000 euros, C'est déjà tout pas, le monde ne pourra pas se l'offrir, bien ouais, évidemment. c'est ce que j'allais dire. Mais mais bon. Donc voilà la réalité qu'on a constatée sur un grand nombre de stands à Munich, chez de nombreux constructeurs. Donc François, on va passer à la question suivante. Alors, on passe à la deuxième question qui, je crois, nous a été posée, si je ne dis pas de bêtises, par Céline. Céline, on salue au passage de Dunkerque. Exactement. Alors, une question sur la dématérialisation et la technologie. Est-ce que la dématérialisation et la technologie sans fil évoluent au travers de ce qu'on a pu voir sur les stands ? J'ai pas spécialement détecté de grosses nouveautés là-dessus. Est-ce que des appareils nous ont paru innovants par rapport aux précédentes années ? Il y a pas mal de marques, je pense par exemple à Pylon Audio qui s'est lancée dans la fabrication d'une enceinte, la Jasper, faut pas la citer, ouais, version sans fil, probablement parce qu'il y a une demande là-dessus. Donc c'est vrai qu'il y a les gens n'aiment pas les câbles. Les gens n'aiment pas les câbles. C'est clair. C'est quelque chose. Moins on a de câbles, mieux c'est. Donc il y a des sociétés qui fabriquent de plus en plus. Chez Octavio aussi. Oui. Ils ont fait une toute petite enceinte fabriquée en collaboration avec DHT Davis. Ouais. Et ça marche d'ailleurs très très bien. On va les référencer au magasin. Donc il y a une demande pour cette e-filler. Mais on va dire que ça, c'est. Est-ce qu'on peut dire que ces clients-là, c'est pas des audiophiles D'abord, je voudrais faire une première remarque. Il n'y a pas d'enceinte sans fil, ça n'existe pas. Il faut toujours alimenter l'enceinte. Donc, il y a toujours un câble. Donc déjà, ça, c'est encore une appropriation marketing de la réalité. Il faut toujours un câble. Alors certes, il ne faut qu'un seul câble d'alimentation, mais en fait, il faut quand même un câble. Et si vous avez un pont, une interface intelligente entre les deux enceintes connectées, il faut quand même là aussi des câbles pour alimenter le mini-serveur qui sera entre les deux, le hub. La passerelle, le hub, voilà, c'est le terme que je cherchais depuis tout à l'heure, entre les deux enceintes. Ça, c'est le premier point. Et en effet, l'exigence n'est pas la même. Les gens qui veulent des enceintes connectées de qualité, parce que c'est le cas, n'ont pas la même exigence qu'un audiophile qui veut retrouver vraiment les sensations du concert dans le salon. Il n'aura pas le même résultat. Au niveau de la technologie existante, pour l'instant, on n'y arrive pas. Je suis désolé, c'est factuel, c'est comme ça. Mais tout à fait d'accord. Par contre, ça peut effectivement intéresser tout un ensemble de gens qui veulent une bonne qualité de son, mais qui ne recherchent pas d'aller chercher les infimes subtilités et sensations qu'on obtient à partir d'une écoute réellement. Après, cette clientèle existe, elle est même, oui, bien sûr. Elle est même grandissante. Ah oui, bien sûr. Je voudrais dire aussi, par rapport à Céline, la question, on a, c'est pas la question qu'elle pose, mais quand même, on a quand même vu pas mal de vinyles quand même sur ce salon. Oui, c'est beaucoup vrai. de ventes de disques vinyles aussi. Oui. Donc je dirais que les CD sont effectivement en retrait. Il y a la musique dite dématérialisée et il y a le vinyle. Donc il y a toujours ce contrebalancement avec le vinyle qui était quand même très très présent. Beaucoup de propositions vinyles sur le salon. On ne représente pas cette marque, mais enfin il y avait le stand Project par exemple. Qui était énorme. Qui était considérable, qui avait au moins une batterie de jeunes commerciaux qui étaient là et commerciales qui étaient là. C'était vraiment un stand énorme, un des plus grands stands. Ils ont une gamme qui était extraordinairement large, étendue, et profonde, voilà. Donc ça prouve qu'il n'y avait pas que, c'est parce que c'est eux qui étaient le plus marketés, on va dire. Donc ça veut dire que le vinyle, malgré tout, continue à être très présent dans les propositions en moyenne des fabricants. Tout à fait. Une question maintenant de Ennio, qu'on connaît très très bien. Tout à fait. Bonjour la team, qu'avez-vous écouté qui vous a donné envie de rentrer avec ? Moi personnellement, j'ai beaucoup aimé les enceintes large bande qu'on a évoquées tout à l'heure. Moi j'aime beaucoup le concept déjà du large bande, puisque c'est une conception technique qui laisse passer vraiment les moindres micro-informations d'un enregistrement, pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de filtre. Il y a des limitations à large bande. Les limitations, c'est essentiellement les basses fréquences, puisque un large bande de 13 ou de 17 cm ne peut structurellement pas descendre dans les basses fréquences, c'est pas possible. Mais il y a un fabricant qui nous a un petit peu, je pense, tapé dans l'œil et qui a réussi à trouver une solution technique d'excellent compromis avec un haut-parleur spécifique et puis aussi une charge spécifique au niveau donc ça m'a bien plu. Puis après d'autres marques, mais bon, de toute façon, après nous c'est vrai que on est quand même entre guillemets un peu, pour nous mettre sur le cul sur une écoute, il faut quand même déjà un peu s'accrocher. On a quand même fait pas mal le tour de la question. Ouais. On a des clients qui ont des installations magnifiques. On a nous-mêmes chez nous des installations qui sont assez extraordinaires. Donc c'est vrai que c'est pas forcément l'éblouissement sonore quand
Pardon. Sonore. Extraordinaire en résultat sonore. Extraordinaire Pas en résultat. extraordinaire et pas extraordinaire en coût. C'est ça. Là, on a vraiment des rapports prix-valeur exceptionnels. Mais c'est vrai qu'on est un peu relou parce qu'il y a des gens qui vont dire mais ils sont un peu casse-burne C'est la réalité. à nous répéter ça à longueur de temps. Mais c'est vrai que les propositions, je pense que les propositions qu'on peut faire au magasin depuis des années sont vraiment. D'ailleurs, on a même en rentrant pour l'anecdote, en rentrant de Munich, on était en train de préparer un setup pour un client. Je crois que c'était des GC avec un tube et puis un cocktail, un truc comme ça, enfin un système à 15 000 euros, 15-16 000 euros. Ouais, ça doit être ça, ouais. Et François était en train d'écouter le truc et il me dit franchement, ça marche mieux que pas mal de trucs qu'on a écoutés. Il y a un monsieur, pour la petite anecdote, j'ai pas passé ma journée, mon salon dans les toilettes, mais dans les toilettes de Munich, il y a un monsieur qui me dit tiens Nicolas, qui est du son, ça va, vous allez bien? Daniel, il s'appelle Daniel, il va se reconnaître, il nous suit sur Facebook. Et il me dit, parce que j'avais fait il y a très très longtemps une vidéo où je parlais de Munich et je disais qu'on avait été un peu déçus. Oui, dans la voiture, ouais. Et il me dit, c'est la première fois que je viens, je suis d'accord avec vous, c'est globalement. Il avait fait des belles écoutes, faut pas non plus exagérer, il y a quand même des trucs qui fonctionnent, mais c'est vrai que c'est tout le temps des trucs pas possibles, quoi. Il y avait tout en haut un truc avec des Chinois, c'était un truc à 1 million d'euros, c'est ça? Avec les grosses trompettes. C'était 3,6 millions, je crois. Voilà, 3,6 millions. 3,6 millions. On a commandé 5. Si vous voulez, on peut vous mettre en relation. Si vous voulez un beau système à la maison. Et là, il faut un séjour de 300 mètres carrés par contre. Avec que ça, parce que sinon ça ne marche pas. Mais donc, pour répondre, donc la question d'Enio, c'était quoi? Qu'est-ce qui nous a donné envie de rentrer avec en termes de matériel? Voilà, ça, et puis c'est tout. Moi, j'ai pas... T'as vu des... Oui, on a fait quand même quelques belles écoutes. Je voudrais quand même faire une parenthèse. Nicolas a passé énormément de temps aux toilettes durant le salon. on cherchait toujours après lui. Je pense qu'il a passé 50% de son temps. Ça, c'est à cause de la bière. C'est la bière, ça. Fermons la parenthèse. Plus sérieusement, il y avait effectivement une très belle écoute sur le stand de Verity Audio. Oui, aussi. Oui, c'est vrai, Verity Audio. Vous savez que je suis concepteur des enceintes Qualis, c'est que je connais bien le patron Pêchera de chez Verity. C'était une belle écoute avec des électroniques, me semble-t-il. Verity Audio, il m'a semblé que c'était là. Je suis pas sûr de ça. C'était une trilogie anglais, mais bon, c'était une très belle écoute. Mais bon, les enceintes coûtaient 60 000 euros la paire, hein. Donc c'était déjà pas un premier prix. Non, mais objectivement, ça sonnait convenablement. Ça marchait bien. C'était une belle écoute. Donc sur le site des Danois là, de Borensen par exemple, c'est pareil. Il y avait quand même des qualités d'écoute avec un recul audible de la distorsion qui était vraiment de haut niveau. Est-ce que c'était ultra musical? J'irais peut-être pas. Moi, j'ai pas kiffé. Nicolas n'a pas kiffé. François et moi, on a aimé. Ouais. Il y avait quand même une rectitude quand même de la restitution qui était vraiment C'est une ça. image sonore d'une précision quand même dans des conditions salon. Oui, c'est vrai. C'était quand même assez remarquable. Il est exact qu'il y avait à peu près 150 000 euros d'électronique derrière. Et je le rappelle, sur ces enceintes-là, on était à 280 000 euros la paire, c'est ça, 260 000, c'est sur les petites. Ouais. Bon, donc effectivement, on est hors cadre, quoi. Si vous voulez, c'est complètement. Ce serait même dramatique si ça marchait pas, hein. Donc là, en l'occurrence, ça marchait. C'est bien le minimum requis quand même, vu le prix qui est demandé. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Davis, je répète, une écoute Davis avec des halls et des enceintes jadis. C'était une écoute musicale, c'était très musical, ça marchait bien. Nagra, ça marchait. Hein. Nagra comme d'habitude, hein. C'était des enceintes Wilson, je pense. Des chronosoniques, ouais. Donc les grosses Wilson, bon, qui sont un peu aussi. Il faut aimer ce type d'écoute, c'est un peu typé, mais enfin, c'était quand même une belle écoute. On peut pas dire que ça marchait pas. Il faudrait être un idiot pour dire que ça marchait pas. Ouais, alors évidemment, les tarifs sont là aussi stratosphériques. C'était des centaines et des centaines de milliers d'euros si on additionne tout. Il y avait un mur de matos. Hein. Et alors, est-ce que pour autant, pour répondre à Ennio, est-ce qu'on reviendrait avec ça chez soi? Moi, personnellement, non. Non. Je ne reviendrai pas avec ça chez moi. Bon, c'est vrai que j'ai un biais de confirmation en ce qui me concerne, puisque je conçois moi-même des enceintes. On fait aussi quelques amplis à lampe. Mais c'est vrai qu'on arrive, selon moi, à des résultats qui sont au moins équivalents à ça et pour beaucoup moins cher. Mais il faut reconnaître que c'était quand même des belles écoutes. C'est tout ce que je peux dire par rapport à ça. J'ai pas été. Nicolas a raison de dire que les conditions générales sont très difficiles en salon. On a fait beaucoup de salons nous aussi. Bien sûr. Et pour mettre en valeur un système dans un salon, soit c'est suramorti, soit c'est trop bruyant, soit c'est ceci, soit il y a le voisinage que était François. C'est pas évident du tout. Voilà, donc ça il faut aussi reconnaître que pour les fabricants c'est pas évident. D'ailleurs, beaucoup de fabricants font du statique, hein. Il y a des géants de l'enceinte acoustique française, par exemple, vous n'attendez rien du tout. Ouais. Est-ce qu'ils ont tort ou raison? Je pense que finalement, ils ont raison, parce que de toute manière, ils n'arriveront pas à faire fonctionner. Déjà que c'est pas facile à faire fonctionner correctement. Là, je griffe un peu. Mais non, plus sérieusement,
c'est très compliqué dans les salons de faire avoir une écoute. Mais néanmoins, il y a quand même des écoutes qui sont mieux que d'autres. Donc ça veut dire que finalement, il y a peut-être quand même des config qui sont quand même plus intéressantes que d'autres. Le stand Fez, pour le coup. Fez, Pylone. Il y avait un gros Muara travail sur l'acoustique. Ils avaient traité les murs et tout. Après, c'est des produits. Moi, c'est ça que j'aime beaucoup chez Fez et chez Pylone Audio. C'est des produits qui sont travaillés pour marcher dans des conditions domestiques. Ça s'entend tout de suite. Ah oui. C'est-à-dire que c'est pas des produits qui sont hyper optimisés à mort et qui sont configurés dans des chambres sourdes où il faut vraiment faire un tuning de ma boule pour que ça fonctionne. On prend un Fez, on prend une Pylone Audio, quelle que soit la gamme, quel que soit le modèle, ça marche tout le temps. C'est ça qui est génial. Et c'est vrai qu'ils avaient un stand sympathique avec Muara aussi qui présentait une petite exclue pour Café Hi-Fi. Oui. Muara va sortir à notre demande, puisqu'on est assez écouté par nos fabricants, une MT3, donc c'est-à-dire une platine MT. Donc il y a la MT1, la haut de gamme. Ensuite, il y a le deuxième modèle, c'était la MT2. Maintenant, ils vont sortir la MT3 qui va être une platine Muara autour de 2 000 € sans la cellule. C'est ça. Parce qu'on leur a expliqué que c'était le gros du marché aujourd'hui, notamment en France. Les platines à 10 000 €, c'est bien gentil, on en vend, mais c'est quand même pas le gros du market de la platine vinyle. Donc, et il y a une demande pour une belle platine autour de 2 000 €. Exactement. Donc là-dessus, vous mettez une petite cellule MM ou MC des familles, et puis un petit préampli phono qui va bien, et c'est parti mon kiki. C'est ça. Je ferme la parenthèse. Donc ça, c'est un truc qu'on va ramener. Ça, c'est un truc qui va se faire et qu'on va commander. Pour la rentrée maintenant. Ouais, c'est ça, ça va. C'est en train de se finaliser. Ouais. Ok. Alors, une question. Alors, il y a une question de Dany, mais qui finalement à laquelle on a plus ou moins répondu, puisque c'était une demande de point global sur le salon, le nombre d'exposants par rapport à l'année dernière, etc. Ça, on a déjà un peu... l'impact du coût de l'énergie sur les prix, etc. Donc ça, finalement, on y a un petit peu répondu au travers des autres questions. Une question de Nolwenn. Nolwenn qui nous suit aussi activement sur les réseaux, je le vois souvent commenter, et qui nous pose une question d'ailleurs très intéressante. Bonjour, pourquoi faire toujours plus gros, toujours plus complexe, alors que la simplicité est, je pense, le secret d'une bonne installation ? Comment justifier des prix complètement délirants sur une platine à 30 KE, un ampli à 50 KE, des enceintes à 100 KE ? J'aime personnellement le matériel ancien, je serais curieux de mettre un transistor des origines face au matériel contemporain. Je n'ai rien contre le neuf, il y a des choses absolument fascinantes, j'en suis certain, mais les prix et les constructions me laissent assez dubitatif. Ça, c'est un truc qu'on a déjà dit des millions de fois. Le jour, moi je prétends ça, le jour où dans les salons comme ça, et chez les fabricants, et chez les clients, on commence à faire des écoutes en aveugle, c'est-à-dire qu'on ne dit pas ce qu'on écoute, on ne dit pas combien ça coûte, et on commence à faire des comparatifs, le marché de l'hi-fi se casse la gueule instantanément. Bien sûr. Parce que j'ai déjà fait des écoutes ici avec des systèmes à 2500 balles qui marchaient mieux que des trucs à 70 k que j'ai déjà écoutés chez des clients. Parce qu'on a le recul, nous, entre guillemets, en tant que professionnels. On a une hiérarchie des écoutes. On a une hiérarchie des écoutes et on est capable de se dire ça marche, ça marche pas, indépendamment du prix. Et c'est vrai que ça, c'est un vrai problème pour les clients de se repérer. Ouais. Mais les écoutes en aveugle, ça devrait être la... Et par rapport à ce que dit Nolwenn, et là je pense que c'est peut-être plus Eric qui peut répondre, mais sur l'aspect simplicité, notamment en conception, toi je pense que tu peux affirmer qu'effectivement les choses les plus simples finalement fonctionnent le mieux. Il y a une partie effectivement de la réponse marketing et technique de la part des fabricants qui correspond à ce qu'on disait tout à l'heure. Comme ils ne trouvent qu'une porte de sortie qu'en valorisant continuellement leurs produits avec des soi-disant valeurs ajoutées supplémentaires, qui sont surtout des tailles d'appareil. Une taille d'appareil, c'est pas la taille d'un couteau qui fait sa qualité de coupe. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est comme ça. Donc effectivement, ce sont des philosophies. On s'éloigne de plus en plus compte tenu des réalités du marché. Ils sont obligés de raconter. On raconte des histoires. En fait, ça c'est le marketing qui raconte. C'est du storytelling. Alors parfois moi je parle moins anglais que vous, mais raconter une histoire, ça peut être vrai. Ça peut être. Il y a des histoires qui sont vraies aussi. Il faut pas mettre tout dans le même. Enfin, on voit bien quand même que ça sent un peu le réchauffé et que c'est très compliqué de toujours raconter les. Et c'est vrai que moi, c'est mon constat après 20 ans de métier, de professionnalisme. Avant, j'étais amateur, bien sûr, mais c'est quand même incroyable de constater qu'avec une excellente platine vinyle, un excellent ampli à lampe et des haut-parleurs, une enceinte avec des haut-parleurs en papier, on obtient souvent des résultats musicalement bien meilleurs qu'avec des technologies très complexes, parce que ça résiste pas à la réalité des faits, tout simplement. C'est une évidence. Alors ça veut pas dire que tout ce qui est des modernes
Et mauvais. Comme c'est tout à l'heure, c'est pas parce que c'est cher que c'est mauvais. Il faut pas tomber dans des Dans un raccourcis excès pareils. inverse, bien C'est sûr. complètement ridicule. Il y a quand même des technologies novatrices dans certains cas sur la qualité d'un composant, sur la qualité d'un. Mais encore une n'amène fois, pas de plus. voilà, c'est ça. En fait, c'est quoi la haute fidélité ? La haute fidélité, c'est être hautement fidèle. Donc, avoir un son hautement fidèle. C'est assez stupéfiant de constater que quand vous écoutez 5 paires d'enceintes différentes, 5 amplis différents, 5 sources différentes, vous allez avoir à chaque fois des sons différents. C'est quand même extravagant. Normalement, ça ne devrait pas être comme ça. Et pourtant, c'est comme ça que ça se passe. Alors après, il y a le côté auditeur. La recevabilité de la proposition va être différente en fonction des sensibilités. Il y en a, par exemple, qui vont ressentir le grave d'une manière tout à fait prégnante par rapport à l'aigu, etc. Qui vont, voilà. Bon. Et puis il y a surtout aussi beaucoup de gens qui malheureusement ne vont pas souvent au concert et qui ne savent pas ce que c'est qu'un timbre d'un instrument. Il y a quelques années, un importateur me disait que les timbres, on s'en foutait complètement. C'était plus d'actualité. Or le timbre, c'est le fondement de la restitution. Ah oui. S'il n'y a pas le timbre de l'instrument, alors évidemment sur un concert de rock avec 20 000 watts installés de chaque côté sur la scène, le timbre, si vous voulez, c'est assez relatif. Hein, on est d'accord. Mais enfin, si celui qui écoute de la musique enregistrée, que ce soit une voix, que ce soit un orchestre, un quartet, un trio classique ou de jazz, je suis désolé. Le timbre, le timbre, c'est le respect de l'énergie, donc c'est le travail sur la distorsion. Enfin, je vais pas rentrer dans un, mais c'est pas là à faire ça maintenant. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, en effet, Nolwenn a raison quand il y a des choses qui étaient faites avant qui marchent parfois mieux que ce qui est. Mais c'est pas non plus toujours le cas. C'est pas non plus parce que c'est vieux que c'est forcément meilleur que ce qui est fait maintenant. Bien sûr. Pas du tout, ça c'est pas la réalité. Oui, parce que ça, c'est une espèce aussi de petit poncif qui revient tout le temps. C'est une légende urbaine. C'était mieux avant. Non, c'est pas vrai. Je vais vous donner un exemple, les haut-parleurs. Connerie, ça. Vous avez les qualités d'assemblage, les qualités de collage, les qualités d'usinage, les qualités des matériaux qui ont progressé. Bien sûr. Et il y a quand même toute une phase où ça a progressé. Le problème, ça a été encore une fois cette bascule de la financiarisation où on a décidé de faire de l'argent avec tout ce qu'on fabriquait. En tenant moins compte de la réalité technique objective. Donc c'est là que ça a commencé à sauter. Et en effet, on assiste à des propositions très chères qui ne valent pas ce qu'elles coûtent, soyons clairs. Mais nous, on le voit parfois quand Voilà. on rebranche un vieil appareil sur lequel on a fait une réparation, Oui. où on se disait à l'époque c'était considéré comme une référence absolue. Oui. Et finalement, quand on l'écoute par rapport à nos Exactement. standards d'aujourd'hui, on se dit ouais, bon, Exactement. à l'époque, remis dans le contexte, c'était fait effectivement probablement très bien, mais aujourd'hui, finalement, Exactement. le scope s'est quand même dégagé, ça s'est quand même décalé, quoi. Tu te rappelles un préampli, on va pas citer la marque, américain, qui avait été amené par un client pour une révision et qui avait été complètement refait par le SAV, et c'était considéré à l'époque dans toute la presse. Je crois qu'il avait été qualifié de meilleur préampli du monde. Et c'est vrai que quand on a écouté ce préampli, mais Seigneur Jésus, c'était complètement Oui, bouché. on s'est demandé ce qui se passait, d'ailleurs, s'il y avait un problème. Si c'est nous qui nous. Donc on a cherché à comprendre, mais il n'y avait rien à comprendre en fait. C'était pas bon. Le résultat était était très très moyen. Et à l'époque, c'était considéré que ça coûtait une blinde, c'était vraiment de trucs complètement. Alors il y a le subjectif, il y a l'appréciation personnelle, il y a aussi les assemblages, les associations, ça on le dira jamais assez, il ne faut pas se perdre là-dedans, mais c'est une réalité. Bien sûr. On ne tracte pas une caravane de 15 mètres avec une Twingo, si vous voulez, ça va démarrer, mais bon, vous imaginez ce que ça va donner sur l'autoroute ou dans la montée. ou dans une montée. Voilà, c'est pareil, c'est quand même technique, ce qu'on fait est technique, et c'est une approche à la fois technique et systémique, c'est un système haute fidélité. Donc tous les maillons sont interdépendants les uns des autres, il y a une réalité technique qui est évidente, et c'est-à-dire là-dessus que jouent aussi un peu les plaisantins de la profession dans les associations, parce qu'ils justifient des associations, mais ce qui compte, c'est aussi, une fois que vous avez dit tout ça, c'est quand même l'écoute qui est déterminante. Ça Donc reste, des associations fumeuses avec un truc qui marche pas, si vous voulez, c'est pas intéressant non plus, quoi. Donc voilà. Et quand on met un câble, par exemple, pour compenser un aigu trop agressif sur une enceinte, ouais, mais si vous muselez l'aigu et que vous atténuez tout le registre supérieur, bah, évidemment, vous n'avez plus de micro-détails qui sont là. Mais Et tout est comme ça. Tout est comme ça. J'essaie d'être très précis dans un exemple, mais c'est comme ça pour tout. Voyez. Donc, il y a des anciens systèmes qui marchent très bien. La grande époque japonaise, les années 70-80, qui produisait industriellement des produits de qualité. La valeur, ce qu'on appelle l'analyse de la valeur, n'était pas encore présente dans les boards des entreprises. C'est-à-dire que l'ingénieur avait une idée, il la mettait en place, et puis c'était parti. Aujourd'hui, tout de suite, la question qui est posée, c'est combien ça coûte. Et donc, effectivement, automatiquement, on se limite.
C'est normal. Et même dans des produits, là je peux en parler, je ne vais pas le faire maintenant encore une fois, mais même dans des produits, dans des enceintes extrêmement chères, quand je vois la qualité des composants qu'il y a dans les enceintes, je ne vais pas citer de nom, enfin, certaines enceintes. Plusieurs dizaines de milliers d'euros. Plusieurs milliers d'euros, quand on voit que c'est des selfs à 15 euros, si vous voulez, moi ça me pose un problème, ça me pose un problème philosophique de base. Bah, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Bon, sur des voilà. produits de cette tranche de prix-là, Ouais. Et la presse, naturellement, ne fait qu'enjoliver. Enfin, c'est merveilleux, c'est extraordinaire, c'est machin. Bah oui, mais bon, mais non. On peut pas avec un. C'est quand même difficile avec un poulet cancéreux de faire une bonne poule au pot, quoi. C'est compliqué. Donc c'est la même chose. C'est pas terrible. Voilà ce qu'on peut répondre à notre. Tout ce que tu viens de dire là, la presse n'en parle jamais. Pourquoi, selon toi? Parce qu'il y a de toute évidence des intérêts. Si la presse spécialisée, là c'est pareil, il faut pas être excessif ou Caricatural, ou trop caricatural. La presse sait reconnaître des très bons produits et elle le dit. Mais le problème, c'est que pour des questions économiques, elle est obligée aussi de valoriser et de mettre en avant des produits qui ne sont pas terribles. Ah oui. Parce que économiquement parlant, financièrement parlant, la presse touche des subsides financiers par la publicité. Elle vit de ça. Ouais. Voilà, donc forcément, un journaliste n'est pas totalement libre de dire à un moment donné qu'une enceinte, mettons à 30 000 euros, est finalement pas terrible, elle est pas réussie globalement, il peut difficilement le dire. Oui. Donc ça ne veut pas dire encore une fois que toutes les enceintes à 30 000 euros ne sont pas bonnes, c'est pas ce que je dis simplement que, ou alors il va pas pouvoir dire qu'une enceinte à 30 000 euros est correcte, mais finalement ça vaut pas l'argent qui est demandé, ça vaut pas l'effort financier qui est demandé parce qu'ils peuvent pas, ils vivent de publicité, donc c'est normal, il y a une Franchement, quand tu regardes un petit peu les différents comptes rendus de Munich sur Internet, chez les blogueurs, etc., c'est sur des journalistes, entre guillemets, des reviewers, des blogueurs, tu t'appelles ça comme tu veux, leur avis est très très différent d'une autre. T'as le sentiment que tout est sympa, tout est bien, tout est génial, tout est formidable. C'est un peu les ravis de la crèche du high-end, quoi. Tout est fabuleux, tout est vraiment bien. Le problème, on n'a pas fait le même salon. Enfin, je sais pas. Enfin, le problème de beaucoup d'intervenants aussi, c'est leur légitimité. Bon, c'est la liberté de s'exprimer, c'est l'outil Internet qui permet de s'exprimer, les forums, les blogs, etc. Mais effectivement, quelle est la réelle compétence et la réelle légitimité de quelqu'un qui s'exprime au travers de ces médias? Elle est forcément très relative. Il y a certainement des types là-dedans qui sont pertinents et puis une grande partie de gens qui le sont un peu moins. Alors on va encore se faire démolir forcément, en disant ouais, qui est du son, machin. Non, c'est une question de... Moi, je suis prêt à les affronter, ces gens en direct, pour discuter technique, par exemple. Quelle est la réelle... quelle est la réelle compréhension technique de tous ces gens, de ce qu'il aurait proposé à l'écoute, par exemple. Comment je peux savoir si un produit est compétitif ou pas par rapport à ce qu'on m'en dit si je ne suis pas capable de valider ou de vérifier ce qui m'est expliqué. Bon, mais c'est pareil dans tous les domaines. Hein. Ça, je pense que c'est pas spécifiquement dû à la... Oui, non, c'est ce que j'allais dire. Je pense que tous ceux qui essayent des voitures ne savent pas forcément comment sont conçues les voitures. Je suis d'accord avec toi, mais dans un domaine hautement subjectif comme l'hi-fi, où la subjectivité finalement ouvre la porte à tout un tas de conneries. Ça, c'est sûr. Tu prends une bagnole, tu fais un 100 mètres départ arrêté, si tu veux, tu as un chrono, il n'y a pas de blabla, c'est du benchmark, c'est standardisé, on sait combien ça fait en puissance, en couple, il n'y a pas de discussion. En hi-fi, tout le monde y va de sa petite machin, et c'est vrai que finalement les gens... Alors, moi, pourquoi? À la limite, ça, on s'en fout un peu, mais le problème, c'est pour le client. Et j'ai eu le tour il y a pas longtemps avec un client, c'est les conséquences. avec un client belge qui est venu de Bruxelles pour se renseigner sur un système complet. Il me disait, plus je me renseigne, plus je suis perdu. Parce que sur un même produit, c'est normal. Sur un même produit, tu vas avoir un journaliste, un revendeur, un forumeur gentil, un forumeur hater qui va dire du mal du produit, etc., etc. Et au final, le client qui ne se fait pas forcément confiance à lui-même parce qu'il se dit j'ai pas la légitimité, j'ai pas l'oreille, j'ai pas l'expérience, il finit par être paumé. Et des fois, j'ai déjà vu des clients carrément abandonner un projet. Ah bah oui. Parce qu'ils avaient l'impression, surtout sur des gros systèmes, sur des petits systèmes, c'est moins vrai. Mais à un moment donné, le client il se dit je suis en train de faire une connerie. Je vais me planter sur une somme. Où je peux pas me planter. Exactement. C'est très difficile. Nous, comme je disais tout à l'heure, on a cette chance d'avoir une culture, on est pluriculturel en quelque sorte. On fait du SAV, SAV, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on répare des machines et donc on les ouvre.
Quand on voit quelquefois ce qu'il y a dans les produits, vous savez, ça laisse un peu rêveur. Quand on voit des boîtiers soi-disant propriétaires avec une technologie dedans secrète et tout, et qu'on ouvre le boîtier qu'il n'y a rien dedans, ça nous est déjà arrivé. Je ne citerai pas de marque. Donc vous dites, oh là, il y a un petit souci quand même là, au niveau de la fiabilité de la marque quand même. C'est quand même un vrai souci. Bon, donc... on est également fabricant, donc on sait comment sont conçus les produits, on sait ce qu'il faut mettre dedans, etc. À quel prix, ce que ça coûte de les monter. Donc on est aussi revendeur, donc on voit les gens, on a des contacts, on est importateur, on a des contacts avec d'autres fabricants, donc il y a des échanges culturels, techniques qui sont très denses. Et puis on est aussi donc accessoirement revendeur sur place. Donc on connaît les clients, le particulier, on voit bien comment fonctionnent les gens, ce qu'ils recherchent, voilà, etc. Et on essaye de les diriger, vers quelque chose de façon à ce qu'ils ne soient pas déçus. D'ailleurs, on a très peu, nous, de retours clients qui viennent nous dire ça va pas ou qui revendent ce qu'ils ont acheté il y a un an. C'est très rare. D'ailleurs, c'est notre problème. C'est que quand nos clients sont équipés, généralement, on les revoit plus, sauf pour des visites de courtoisie, ce qui est un peu embêtant. Enfin, bon, il y a des stratégies de magasins, moi j'en connais, et je vais pas citer non plus, où ils renouvellent en permanence le matériel proposé parce que il faut tout le temps faire vendre, faire acheter du nouveau matériel aux clients. Alors parfois, c'est pertinent de présenter une nouveauté. Oui. Là, Playback Design, par exemple, pour nous, renouvelle sa gamme. On va présenter un PS8 dans les prochains jours aux clients. C'est un truc absolument extraordinaire. Donc ça, évidemment, on ne peut pas faire autrement que d'en parler, que de créer un événement autour de ça. Mais il y a des fois où la version SE, MK2, SE++++, moins, plus, asymptote négative, à tendance positive. Enfin, si vous voulez, tout ça, c'est du pipeau. Il n'y a rien de changé. En fait, c'est comme les voitures. On change le pare-choc et les phares. On dit que c'est le nouveau modèle. Ouais, en fait, c'est exactement la même bagnole. Simplement, ils ont changé 3-4 trucs. Donc, voilà. Mais alors, on peut le comprendre. C'est du marketing, oui, on le comprend, fabricant. Intellectuellement on le comprend, mais c'est pas pour autant qu'il faut adhérer à ce genre de démarche. Donc nous on n'adhère pas à ça. Alors c'est sûr qu'on se fait effectivement toujours pareil, on se fait pas que des copains. Et il y a aussi des gens qui veulent toujours il y a des changer clients leur qui sont pas matériel. réceptifs, On leur dit mais achetez des disques, quoi, c'est peut-être mieux. Vous avez déjà votre matériel. À un moment donné, la technologie de toute façon disponible aujourd'hui et la maîtrise de ces technologies par les fabricants de toute façon ne permet pas de dépasser la meilleure restitution possible. Ça restera quand même le concert. Hein, voilà. Donc, mais on peut s'en rapprocher. On peut furieusement se rapprocher de l'association du concert, mais il faut travailler dans un certain sens. C'est pas parce qu'on aura mis un câble à plus grosse section, par exemple, que ça va forcément être mieux. On va gagner sur un critère, on va perdre sur l'autre. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut avoir présent à l'esprit et qui font partie intégrante de notre philosophie, que ce soit en termes de création de produits, en termes de sélection de produits. C'est toujours la même, et toujours en termes de conseil. On est toujours dans cette philosophie-là. Voilà. On a terminé pour les questions. Les questions, c'est terminé. Ouais. Alors, on va aborder maintenant, messieurs, un autre aspect des choses. Une autre thématique qui revient assez souvent et qu'on retrouve beaucoup sur Internet. Un petit peu en corrélation avec ce qu'on vient d'évoquer, parce que complètement. Les gens qui se disent, les audiophiles qui se sentent un peu perdus dans ces marchés un petit peu surréalistes, on va dire, avec des prix qui ne peuvent pas se permettre, s'offrir. Il y a une tendance qui existe depuis des années, et ça n'existe pas que dans les filles, qui est le do it yourself, qui veut dire en français, dans le texte, faites-le vous-même, le faire soi-même, un truc dans le genre. La question, c'est est-ce qu'il est possible, dans un cadre, on va dire, d'amateur, de se faire une enceinte de qualité? Première question. Deuxième question, est-ce que c'est en mesure de battre des productions industrielles, on va dire standards? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de s'emmerder à se faire une enceinte? Aujourd'hui, il y a des enceintes industrielles. Nous, je pense par exemple la Black Mamba, qui est pour nous un best-seller, qui est vendu moins de 1000 € la paire. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de s'emmerder à faire une enceinte soi-même? Une fois que tu vas acheter tes HP, t'es pas sûr qu'ils vont fonctionner tous les deux. Est-ce que ça vaut vraiment le coup pour des budgets comme ça de faire un truc dans le genre? Qu'est-ce que tu en penses du do it? Parce que tu as commencé comme ça finalement. C'est une démarche comme une autre. Hein. C'est une démarche qui longtemps a été très intéressante sur le plan aussi économique, puisqu'à l'époque, justement, les produits étaétaient peut-être les grandes séries de produits étaient moins abondantes qu'aujourd'hui. Donc les prix étaient quand même élevés. Ce qui fait que les gens aussi dans la sociologie, ça aussi ça joue beaucoup. Les gens avaient plus
plus de temps peut-être dans l'organisation de leur vie de tous les jours pour bricoler, travailler un peu, avoir des loisirs plus manuels peut-être qu'aujourd'hui, peut-être. Mais effectivement, on pouvait avoir avec d'excellents kits, c'était des kits, ni plus ni moins. On pouvait avoir, si on était bricoleur et un peu inspiré, on pouvait avoir des résultats tout à fait convenables et en comparaison beaucoup moins coûteux que ce que fait l'industrie pour des résultats équivalents, voire parfois supérieurs. Maintenant, je mets en garde quand même sur l'aspect technique. Tout le monde n'est pas bricoleur, tout le monde n'a pas le sens technique, et même ne serait-ce que en matière d'assemblage, il faut quand même un cadre. C'est d'ailleurs ce qui serait peut-être proposé par nous. Il faut quand même un cadre assez rigoureux et une assistance finalement derrière l'acquisition de composants pour obtenir un résultat final satisfaisant. Puisqu'effectivement, une enceinte, il y a trois grands constitutifs. Il y a l'ébénisterie, ce que d'aucuns appellent la caisse, il y a les haut-parleurs et ensuite le filtre. C'est les trois éléments principaux qui composent une enceinte acoustique. Et donc, si tout ceci est pré-câblé, pré-monté, et qu'il s'agit simplement de mettre quelques vis et de serrer pour gagner, parce que qu'est-ce que c'est qu'un prix, hein, qu'est-ce que c'est qu'un... Là aussi, il faut être très factuel. Il y a de la recherche et du développement chez un fabricant. Ensuite, il y a une industrialisation d'un prototype. Ensuite, donc, ça nécessite plein d'investissements, plein d'organisations, des ergonomies de poste, etc. Tout ce qui fait le stockage. Tout ce qui fait, je dirais, la densité de l'industrie. Hein, que beaucoup de gens aujourd'hui, d'ailleurs, mettent de côté. Ils pensent que tout ça, c'est fait. Non, c'est pas. Il faut développer un produit, il faut le mettre au point, il faut ensuite l'industrialiser, il faut ensuite, ça veut dire qu'il faut fabriquer une ligne de production qui va être capable de fabriquer tous les composants, de les aligner sur une chaîne, etc., de production. Ensuite, il faut commercialiser les produits. Embaucher, marketer. Donc, c'est le marketing, c'est la commercialisation. Ensuite, vous avez le SAV, les appareils qui reviennent en SAV. Il y a un SAV, il faut l'assurer. Je rappelle qu'un fabricant normalement constitué doit garantir 10 ans à peu près, je crois que c'est 10 ans en France, les composants. Donc, tout ça, c'est un coût. C'est un coût qui va naturellement être pris en compte, qui va être, comme disent les financiers, pricé dans votre prix de revient et donc forcément dans votre prix de vente. Donc, tous ces coûts constitutifs et successifs font qu'un prix, en règle générale, se justifie. Il y a quelquefois des clients qui viennent en magasin qui nous disent qu'est-ce que c'est cher pour une caisse avec des haut-parleurs. Mais non, c'est pas ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a tout ce que je viens d'expliquer, la recherche et le développement. Alors bien sûr, il faut que tout ça soit avéré. C'est un truc qui est bricolé dans un coin, parce que là aussi, il y a tout le narratif qui est fait autour des... Ils ont mis 5 ans à développer un produit. En fait, c'est pas 5 ans, c'est 5 mois, et encore, c'est quelquefois 5 jours. Quand on écoute le produit, manifestement, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, donc on voit bien que tout ça, c'est du pipeau. Mais quand les produits sont justifiés, sont légitimes, eh bien, il est normal qu'il y ait une association de coûts successifs. Alors, ça, en théorie, c'est tout à fait, on va dire, validé par la clientèle. C'est tout à fait validé par la clientèle, c'est-à-dire que tout le monde sait très bien, de toute façon c'est simple, vous qui nous écoutez, vous êtes soit salarié dans une entreprise, donc c'est-à-dire que vous touchez un salaire via la marge générée par votre activité, de l'activité de votre entreprise, que ce soit de la vente de biens ou de services, ou alors vous êtes fonctionnaire, vous êtes donc payé par les impôts des gens qui produisent, et si vous êtes entrepreneur, vous gagnez de l'argent avec les clients. Donc je pense que chacun comprend le fait qu'une enceinte qui coûte X euros à fabriquer va avoir un coefficient multiplicateur. Aujourd'hui, je pense que ça, c'est pas du tout remis en question par les clients. Ce qui est remis en question par les clients, et c'est là qu'on va aborder le dernier volet de ce podcast, avec un projet qu'on voulait justement aujourd'hui soumettre à notre audience, c'est le fait que la chaîne de valeur, IFI, est finalement, aujourd'hui, remise en question. Ça veut dire que tu as des clients qui disent: je suis désolé, je comprends que cette enceinte coûte autant. Je comprends que cet ampli coûte autant. Mais pourquoi il y a un importateur? Pourquoi il y a un revendeur? Pourquoi c'est si cher? Pourquoi vous êtes mal organisé? Vous êtes mal organisé. La chaîne de valeur est mal organisée. Parce qu'il y a un fabricant, un importateur, un revendeur, le client final et 20 points de TVA. Ça veut dire qu'une enceinte qui va sortir, par exemple, d'usine
à 2500 € va mécaniquement avoir un coefficient multiplicateur qui va, admettons, être de 4 pour simplifier les choses avec la TVA. Plus que ça, hein. Voilà, voire peut-être même 5. Donc ça veut dire que quand vous achetez une enceinte à 10 000 € sur le marché, c'est une enceinte qui va peut-être sortir d'usine à 2 000 €. Ça, je veux dire, c'est comme ça pour tout. Oui, c'est pareil pour tout. Si ce midi on va manger une pizza, qu'on paye notre pizza 17 balles, on sait très bien qu'il n'y en a pas pour 17 balles. On paye de l'URSSAF, on paye du logement. Donc tout ça pour dire quoi? C'est que les gens aujourd'hui, je pense qu'ils sont en attente d'un nouveau business model, peut-être d'un raccourcissement de la chaîne de valeur. Je voudrais aussi dire quelque chose, et ça, messieurs, ça vous a pas échappé. À Munich, il y a de plus en plus de fabricants qui cherchent à dealer directement avec des revendeurs. Ouais. Tu l'as vu. Voire avec des clients. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les intermédiaires, ils veulent faire sauter un, voire deux intermédiaires, ce qui a comme pour conséquence immédiate énormément de gains en compétitivité. C'est comme nous avec l'Imaudio. À l'époque, on a lancé l'Imaudio, on était à 1700, 1800 € la paire. Ouais, premier modèle, premier stage. Parce que c'était un produit qu'on fabriquait nous-mêmes, il n'y avait pas d'intermédiaire. On aurait pris un importateur. C'était plus que fabriquer nous-mêmes, on le développait nous-mêmes. Voilà. Donc les développements étaient assurés chez nous. La fabrication, l'industrialisation à notre niveau, on n'est pas c'était quand même une. Là, c'était de l'industrialisation, c'était de la série néanmoins. C'était chez nous, la fabrication c'était chez nous, donc tout ça fait finalement qu'on rétrécit énormément évidemment. C'est une enceinte selon toi qui aurait dû être vendue dans un magasin avec le schéma classique, importateur, revendeur, etc. Une Pareto à 1700 €. On aurait pu la retrouver facilement, je dirais, en fonction des éléments. Entre 4 et 5. Entre 4 et 5 000, exactement. Voilà. Ouais. Exactement. Et ce ne serait pas choquant sur le plan. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est ce que dit Nicolas il y a un instant, c'est pas une question d'honnêteté ou de c'est pas ça. Il n'y a pas de problème, mais simplement, c'est que ce que les gens, dans un moment économique donné, dans un moment de compréhension donné, sont en capacité ou en volonté de dépenser pour un produit. Or, effectivement, on a cette remarque quasi permanente, pas tellement d'ailleurs sur notre proposition générale au niveau du magasin, parce qu'on est déjà hyper très positionné justement en rapport prix-valeur. On n'est pas dans le rapport qualité-prix. Excusez-moi l'expression, mais de la merde pas cher, c'est un bon rapport qualité-prix, mais c'est de la merde. Ce qu'il faut travailler, c'est le rapport prix-valeur. C'est-à-dire qu'est-ce que j'ai pour mon argent. Ça, c'est une vraie équité dans le raisonnement. Tandis que acheter du pas bon ou pas cher, ça va, c'est correct, mais pourtant, mais c'est du pas bon. Mais ça reste du pas bon. Voilà, donc c'est ça qu'il faut bien comprendre aussi. Ça, c'est du marketing. C'est comme le loto avec les 100%. Les 100% des gagnants ont joué. Évidemment, ils ont joué les gagnants, mais enfin, il y a les 99% derrière qui ont joué, qui sont perdants. Donc, vous voyez, tout ça, c'est des manipulations. Il faut faire attention à tout ça. Il faut bien comprendre. Mais en effet, nous, ce qu'on constate, c'est que dans le paysage actuel, les gens sont à la recherche d'une compétitivité, d'un rapport prix-valeur avéré. Et l'une des solutions, comme disait Nicolas, c'est le rétrécissement de la chaîne de valeur. Ce que font certains fabricants aujourd'hui qui commencent à comprendre, tout doucement. Ils remettent en cause la position des... Et c'est pas méchant, c'est pas intentionnel, c'est simplement, c'est économiquement factuel. Parce que si vous faites pas ça, de toute façon, vous finirez par perdre de l'influence et par perdre... concrètement, votre place. Vous perdrez des ventes, vous n'intéresserez plus personne. Aujourd'hui, la haute fidélité n'est plus à son firmament parce que un beau système haute fidélité, c'est des milliers et des milliers d'euros. Oui. Que beaucoup de gens n'envisagent pas de dépenser. Prenons l'exemple des voitures. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus personne qui s'achète une voiture au prix catalogue. Pourquoi? Ils achètent une mensualité, les gens. On leur propose un loyer. Et c'est tout à fait significatif. Comme vous voyez dans la communication des véhicules depuis 2-3 ans, on propose plus, on dit pas une voiture coûte 60 000 €. On dit ça vous coûtera 500 balles par mois. 100 € par mois. Ouais. Voilà. Qui plus est, assurance et entretien compris. Ça veut dire que c'est du, comment on appelle ça, c'est du. Ouais, c'est du all-in, c'est du all-in. C'est du all-in, voilà, du all-in. Assurance, entretien, voilà, tout ce que tu veux. C'est ça, j'allais dire du plug and play, mais c'est pas le bon terme. Mais donc voilà, on est là-dedans. Et la haute fidélité n'y échappe pas. De toute façon, on a dit que c'était combien le salaire médian, François? 1850. Le médian en France, 1800, oui. Voilà, donc ça veut dire que si tu regardes un petit peu ces données qui sont les données françaises, en effet, la proposition qu'on voit, encore une fois, juste pour remettre un petit peu le truc, la proposition qu'on voit sur les salons, en tout cas pour notre marché à nous, est totalement hors sujet. Alors c'est là aussi, je fais une parenthèse, mais c'est très important pour comprendre, c'est là aussi où les fabricants dits haut de gamme qui savent pertinemment qu'ils vont rayonner sur moins de gens, mais du coup, ils sont obligés de vendre très cher.
Puisque s'ils ne vendent pas très cher, il n'y aura pas suffisamment de marge dégagée pour continuer à gagner de l'argent, à investir, à développer de nouveaux produits, etc. Donc, on se mord la queue, hein, c'est vraiment c'est circulaire en fait. Hein. Donc, c'est pour ça que ceux qui travaillent sur des produits qui seront vendus en moins grande... Ils ont par exemple fait l'impasse sur la population moyenne, considérant que les audiophiles, effectivement, moyens, ne les intéressent pas. Parce que fabriquer des amplis à 500 €, c'est-à-dire ce qui s'est passé. Regarde, toutes les marques anglaises aujourd'hui, ce sont toutes parties en Chine, sans exception. Ouais. Elles font des tentatives de retour pour certaines d'entre elles, mais pourquoi ? Parce que le mouvement était amorcé il y a déjà 10-15 ans, où il n'y avait plus de compétition. Pour fabriquer au coût anglais de l'industrie britannique était quand même florissante en matière d'électronique musicale de qualité abordable. Ah ouais. Il y en avait plein. Je ne vais pas citer de nom parce que je ne veux pas faire des cas particuliers. Et puis, si je cite l'un, je ne pourrais pas citer l'autre. Mais enfin, j'en connais plein. Et donc, ces gens-là sont tous foutus le camp en Chine, sans exception. Voilà. Et pourquoi ? Parce qu'il fallait faire baisser les coûts de production pour continuer à avoir des prix. Mais, depuis quelques temps, ça ne suffit plus non plus. Il faut quand même que ces prix-là soient augmentés sans cesse et arrivent à des niveaux de prix. Non seulement c'est plus fait chez nous, mais ça coûte quand même, enfin en Europe, mais ça coûte encore, malgré tout, ça coûte très cher. Et, ouais, au final, un résultat qui finalement ne s'est pas amélioré. J'ai vu récemment dans le magazine What Hi-Fi, je n'ai pas cité le nom encore d'une marque anglaise, mais quand même connue, qui essayait un ampli qui datait d'une trentaine d'années, 40 ans, qui était comparé à l'ampli d'aujourd'hui. Et la revue termine, le journaliste termine en disant qu'il préférait le modèle qui était fabriqué il y a 30-40 ans. Bon, alors, ça me brûle les lèvres de vous donner le nom, mais je ne vais pas le faire parce que je ne voudrais pas encore faire de discriminance ou de discrimination. C'est pas le but de cette oui, et puis avec le piège aussi, c'est que dès que tu pars en Chine faire ton produit, ils te l'ouvrent et puis te le refabriquent à deux fois moins cher. Là, c'est encore un autre problème. Évidemment, en confiant les clés de tout cela aux Chinois, vous avez le Chinois sérieux, puis vous avez le Chinois un peu moins sérieux. Alors, ça, c'est intéressant de parler de ça parce qu'on a vu sur le salon aussi des petits stands de Chinois qui font des produits qui sont tout à fait excellents. Qui étaient les fabricants des stands d'à côté. Exactement. Et en fait, c'est des Chinois qu'on a utilisés comme des sous-traitants pendant des lustres. Et puis un jour, les mecs, ils se sont dit, on arrête les conneries, on se met à notre compte, on fait notre marque. Et ils sortent des produits qui coûtent 3 francs 6 sous et qui marchent quand même plus ou moins bien. En tout cas, là, le rapport, on va dire performance-prix est tout à fait légitime. Et il compense en inondant le marché mondial, vendant sur Internet. Parce que c'est 20 fois moins cher. Bien sûr. Un ampli qui va être vendu 1600 € en Europe, par exemple, ils vont trouver ça à 187 € sur AliExpress. Bien sûr. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire ? Et même si c'est moins bon, même si c'est moins fiable, les gens, spontanément... pour 200 balles, t'es pas roulé. Voilà, ils vont dire, même si je le jette dans un an, c'est tout. Donc, c'est l'évolution actuelle, effectivement, d'une partie de la demande. Donc, il faut forcément s'occuper de ces gens-là. Il y a zéro protectionnisme non plus, donc... Ouais, c'est sûr qu'au niveau business, on voit quand même un changement de modèle. Les magasins, on a croisé pas mal de confrères, notamment ceux qui disent du mal de nous à longueur d'année. On les a croisés dans les salons, ils ont fait semblant de ne pas nous voir. Ils étaient beaucoup plus virulents sur Internet que sur en face à face, même si on s'est embrouillé vraiment avec personne. Nous, encore une fois, c'est toujours gentil. On n'a pas de souci. Alors, on n'a pas de souci avec les. Pour revenir à la question initiale, donc, qui était de savoir ce que c'était intéressant de faire ça soi-même, etc. C'était quand même ça la question de départ. On a un peu divergé, mais enfin, c'est la même. Ce qu'on dit là, c'est lié. Bien sûr. C'est totalement interactif avec ce qu'on disait juste avant. Hein. Et donc, si vous avez un cadre, si vous n'êtes pas un super technicien sur bricoleur, cette solution-là n'est valable que s'il y a un cadre très serré, avec au départ une expertise dans la proposition, c'est-à-dire qu'on vous propose des choses très, très abouties qui fonctionnent très bien. Ensuite, effectivement, un package qui vous permette d'éviter toutes les erreurs techniques. Aussi, un suivi en back-office qui vous permettent éventuellement de nous contacter et poser des questions, d'obtenir des réponses à des questions techniques. Et là, en effet, parce que c'est factuel, en éliminant des marches sur la chaîne de valeur, mécaniquement, vous allez arriver à un coût moindre et à un résultat par rapport à ce que j'ai dit juste avant, si le produit est bien conçu, si les composants sont très bons, s'il y a une bonne assistance, etc., vous arriverez à un résultat qui pourrait être extrêmement intéressant et hyper compétitif par rapport à ce que fait effectivement ce qui se fait dans l'industrie. Il y a des gens qui ne voudront pas s'embêter avec tout ça, qui préféreront toujours un produit fini parce que c'est tout, c'était machin. Bon, puis c'est aussi
le goût d'apprendre, de découvrir une technique, une ouais. technologie, voilà, c'est intéressant. L'enceinte acoustique, comme tous les domaines d'ailleurs, hein, c'est pareil pour fabriquer un pantalon, c'est un royaume de caractéristiques, c'est formidable de rentrer dans ces domaines-là. C'est infini en fait, comme recherche, comme développement, comme intérêt. Mais il faut avoir envie de le faire. Donc l'idée, pour être très concret et très clair, le projet qu'on est en train de réfléchir en magasin tous ensemble, ce serait de dire, en effet, pour proposer un produit, là, avec Pareto, et on l'a réussi, ce pari-là, c'était pas gagné parce que bon, c'était un peu casse-gueule. Avec Pareto, c'était de dire, on va mettre sur le marché une enceinte avec un rapport performance-prix qui est absolument extraordinaire. Ça a marché tout de suite et ça a marché fort et ça continue à marcher. Bon, évidemment, on en a vendu tellement qu'aujourd'hui, ça baisse un petit peu en volume. L'idée, c'était ça. La promesse L'Imodio, c'était de dire on va sortir un produit excellent, rapport valeur-prix, ça a fonctionné. T'en as monté des centaines des Pareto, ça. Ouais. T'as jamais monté autant dans ça. Ça a été le best-seller absolu de tout le magasin depuis des années. Magasin, ouais. Après, il y a eu les Shoes, il y a eu les grands HLM, il y a eu les petites Pareto. C'est étoffé, ouais. Donc là, on est sur un nouveau projet, messieurs, dames. Accrochez-vous, ça va secouer. On va encore se faire des potes avec ça, mais c'est pas grave. Ce serait de faire le meilleur rapport performance-prix au monde. Oui. On va se lancer un petit peu. Le meilleur rapport performance-prix au monde, c'est-à-dire le but, ce serait de vous proposer une enceinte développée par nous, où il n'y aurait pas de revendeur, ça passerait directement par nous, il n'y aurait pas d'importateur, il n'y aurait pas de coût intermédiaire, on ne ferait aucune publicité, on ne dépenserait pas un centime dans le marketing, et il y aurait une contrepartie, ce serait que l'enceinte, il faudrait la monter vous-même. Ça voudrait dire qu'une enceinte, on va vous proposer alors évidemment, on va prendre des haut-parleurs de très très bonne qualité, des composants de très très bonne qualité. Si ça vous intéresse, c'est des idées qu'on a, on peut le faire, on peut ne pas le faire, ça dépend. C'est un petit peu comme tous les projets qu'on a au magasin. Mais l'idée, c'est de vous proposer une écoute d'une enceinte à 10 000, vous la proposez à 2 000 ou à 2 500 €. Ou moins cher en fonction du modèle de l'enceinte. Donc, ça, ouais. On aurait un catalogue avec une colonne, une colonnette, une bibliothèque et puis une enceinte un peu monitor, un truc comme ça. Vous recevez l'enceinte en pièces détachées à la maison et avec une petite vidéo, on va vous expliquer step by step comment vous pouvez monter cette enceinte en 1 heure, 1 heure et demie tranquillement et vous faites la finition vous-même, etc., etc. Donc ça, c'est une idée qu'on est en train de développer parce que il y a un monsieur qui m'a... Je ne sais pas si c'est sur le téléphone, c'est sur mon téléphone qui est en train de filmer, donc on ne pourra pas regarder. Il y a un monsieur sur internet qui était un petit peu pushy, il disait 80% des fabricants d'enceintes sont des assembleurs. C'est-à-dire que grosso modo, ils achètent des caisses, ils achètent des haut-parleurs et ils font du montage. Est-ce que tu penses que c'est un peu abusif de dire ça ou... Oui, c'est un raccourci. Moi, je comprends la démarche de ce monsieur intellectuel qui cherche à comprendre le prix qui lui est demandé pour faire l'acquisition d'un matériel. Mais c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Je ne vais pas faire un cours magistral d'économie industrielle, mais enfin, il y a des coûts associés à tout ça quand même. Donc, même un assembleur, comme il le dit de façon un petit peu péjorative, ce que je comprends, enfin, même un assembleur, il y a de la matière grise. Pour assembler un... Alors si effectivement c'est un assembleur, et effectivement je rejoins en partie, il y a des fabricants qui sont effectivement qui apparaissent comme de simples assembleurs. Ils achètent des composants, ils les mettent ensemble. Et puis, franchement, tu as des marques, ça fait 40 ans qu'ils font la même chose. Voilà, tout à fait d'accord. Là, je rejoins totalement ce monsieur, sans aucune difficulté. Mais il y a aussi un vrai travail C'est ce que je disais tout à l'heure. Prenons l'analogie, je la fais souvent au magasin avec des clients, prenons l'analogie des voitures sérieusement, les motos d'aujourd'hui ou d'il y a 20 ans, ou il y a 30 ans, c'est toujours basiquement un châssis, un cadre, 2 roues, un moteur. C'est toujours le même concept. Ce qui a évolué, c'est effectivement le travail sur les moteurs, l'injection, la pollution, par exemple, le freinage, etc. Oui, bien sûr, une moto moderne freine beaucoup mieux qu'une moto ancienne, en moyenne. Bon, on est d'accord, mais c'est toujours le même. L'enceinte, c'est pareil, c'est toujours. Donc, il faut beaucoup plus se situer, selon moi. La matière grise, elle se situe plutôt. Et c'est pas du foutage c'est pas du foutage entre guillemets de gueule. C'est la capacité des concepteurs à alchimiser tous ces paramètres pour en faire un résultat.
Le résultat est quand même important, le résultat sonore. Et c'est vrai qu'il y a de tels écarts dans les résultats qu'on peut se demander s'il y a le même talent partout. Bien évidemment, non. Le génie, au sens du dictionnaire créatif, n'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens qui vont avoir cette capacité à faire des choses plus que d'autres. Et donc, c'est ça qui va se retrouver. Et ça se monnaie, c'est normal. C'est normal. C'est normal qu'il y ait une indemnisation de ce travail. C'est tout à fait logique. Là, j'en viens à ce que Nicolas, qui est très à cheval là-dessus, c'est sur le niveau de cette rémunération. Est-ce qu'on va rester raisonnable ou pas dis demain à un client, moi je vous vends une enceinte en pièces détachées. Je vous vends cette enceinte au prix où moi j'achète les pièces détachées. Ça veut dire que si l'enceinte elle a un prix de revient de 1000 balles, admettons, et ben je vais vous vendre vos pièces détachées 1000 €. Je vais vous vendre ma recherche et développement et je vais vous facturer quelque chose pour ça. Je vais vous vendre une prestation comme un architecte d'intérieur. C'est ça le business model que moi disons que c'est un business model alternatif qui ne satisfera pas ou qui n'intéressera pas tout le monde, mais qui peut intéresser des gens qui remettent en question le système actuel et qui trouvent qu'effectivement le prix demandé pour une proposition est trop élevé. Et donc effectivement, ils vont gagner. Ça, c'est factuel. Il y a aucune. Ils vont gagner sur quoi ? Ils vont gagner sur les économies qui seront faites sur tous les postes correspondants. Et effectivement, mais avec une garantie de résultat. Moi, j'estime que cette économie par rapport à un produit industriel pourrait. Je m'avance un peu. Il faudrait faire un calcul plus précis parce que là, peut-être un peu dire des conneries, mais c'est pas grave. Oui. Non, mais c'est l'idée. Oui, c'est l'idée. Disons qu'en supprimant toutes les rémunérations intermédiaires, importateurs, revendeurs, en étant hyper optimisé au niveau de la logistique, etc., je pense que c'est une réduction de coûts qui pourrait être autour de 70% facile par rapport à un produit industriel. C'est-à-dire une enceinte industrielle vendue 10 000 €, elle pourrait être vendue aux alentours de 2005, 3 000 €, licence comprise, avec une qualité de composants bien supérieure à ce que tu retrouves dans l'industrie. Parce que tu sais très bien que quand tu démontes une enceinte industrielle à 10 000 balles, et ça je vous invite à aller regarder par vous-même, dans les filtres, t'as quoi ? T'as du composant de bidon. T'as des composants bidons en général dans des produits industriels. Pas des composants bidons, mais des composants qui sont basiques. C'est du courant. C'est des composants basiques qui n'ont pas fait l'objet d'un quelconque développement. Pareil pour les câbles, etc. Voilà, j'ai réparé il n'y a pas longtemps ces anciennes, je ne vais pas citer le nom non plus, mais des anciennes une enceinte historique, un icône quand j'ai eu à réparer ce filtre, que j'ai regardé ce qu'il y avait dans ce filtre, j'ai été extrêmement surpris par la qualité qui étaient des composants lambda. Ouais, c'est ce que je te dis. Lambda, c'était pas des mauvais composants, c'est pas ça. Mais c'était des composants lambda qui n'avaient rien à voir, encore une fois, et d'ailleurs qui se ressentaient bien évidemment à l'écoute, puisque on ne peut pas faire de grandes choses avec des. Si les composants, c'est un élément fondamental constitutif du résultat. C'est la recette de cuisine. C'est pas le seul. C'est pas le seul. Mais tu peux pas faire un bon truc si t'as pas la bonne. C'est exactement le principe de la recette de cuisine. Vous avez une grande recette de cuisine qui est élaborée par un chef. Donc ça, c'est l'intelligence, c'est la matière grise, c'est la sensibilité, c'est la créativité. Il faut aussi des mots comme ça qui ne sont pas scientifiques. La sensibilité, la créativité, ça sert dans la fabrication d'une recette de cuisine. C'est pas que de la technique, mais la technique, elle vient après. Précisément. La technique, elle vient après l'acte de création où vous allez justement ressourcer les meilleurs composants ou les composants les plus ad hoc par rapport à ce que vous avez donc créé. Et ensuite, bien évidemment, c'est la qualité de fabrication. Donc là, si on s'en remet à vous, là, en l'occurrence dans ce concept-là, c'est à vous d'assurer une fabrication, prendre votre temps, faire correctement les assemblages. Bon, ce serait quelque chose qui serait déjà, entre guillemets, déjà prémonté en grande partie. Ah oui, il n'y aurait pas de... mais mettez en commentaire, vraiment, on a besoin aussi de votre feedback, voir si c'est intéressant qu'on aille plus loin ou pas. Est-ce qu'il y a une communauté qui peut être intéressée par ça ? L'idée, vous l'avez compris, c'est d'offrir à la clientèle, c'est de mettre tout le savoir-faire qu'on a, nous, en tant que magasin, en tant qu'audiophile et en tant que concepteur au service finalement des audiophiles qui voudraient avoir une écoute de très très grande classe et qui ne peuvent pas forcément y accéder pour des questions essentiellement budgétaires, puisque c'est toujours ça qui freine les gens à 99%, et avec un modèle différent qui sera un modèle où on vous fait participer. Nous, ça nous fait gagner beaucoup d'argent au niveau de la logistique, au niveau du stockage, au niveau du montage. Ça prend combien de temps de monter une enceinte ? Ça nous fait économiser beaucoup d'argent. Voilà. Oui, pas gagner. C'est une économie qu'on ferait. Pardon, la question c'est... Ah oui, pardon, ça faudra le couper, Charline, c'est pas ce que je voulais dire. Ça fait donc économiser. Ça fait donc économiser beaucoup d'argent au niveau de la logistique, au niveau du temps passé sur
sur le montage, etc. sûr. C'est la main d'œuvre, ça coûte cher, surtout en France. Ouais. Donc toutes ces économies, on pourrait les répercuter. En fait, il faut nous voir comme un fournisseur finalement de matières grises. De savoir-faire. Ouais, de savoir-faire. On va vous Un vendre. fournisseur de savoir-faire. On va vous vendre les pièces détachées, déjà préagréées par le labo. Et puis ensuite, derrière, on vous vend, entre guillemets, une licence. Voilà. Est-ce qu'il y aura bien, ce qu'il y aura, si suffisamment de gens adhèrent à ce type De démarche. de démarche et de proposition, encore une fois, rappelez-vous ce truc, c'est le chef, c'est la recette de cuisine. Il faut un chef pour inventer la recette, il faut ensuite un sourcing de composants, et derrière, il faut une bonne fabrication qui sera donc en grande partie, pas totalement, mais parce que vous n'allez pas fabriquer les haut-parleurs, évidemment, mais on vous déléguera donc le montage de l'enceinte qui va faire effectivement, comme disait Nicolas, la chaîne de montage, ça coûte beaucoup d'argent, c'est des grosses immobilisations en place, etc., en gestion de stock. Donc tout ça peut être très optimisé de notre côté. Donc ça veut dire, comment dirais-je, on va écraser effectivement les coûts de production de manière très très notable. Et donc vous pouvez acquérir, si la recette était bonne, si les composants sont excellents, ce qui sera le cas, et avec ce suivi en matière de... la manière dispense du savoir-faire qu'on va vous donner, eh bien oui, vous pourrez obtenir un résultat vraiment intéressant. Moi, je vois le truc où on tourne une vidéo de montage et puis le client qui reçoit son kit en fait lance une vidéo et step by step, on fait le montage avec lui directement. Donc la vidéo dure, je sais pas, 3/4 d'heure, 1 heure en fonction du temps de montage. Oui, pour en voir un plusieurs peu parties, plus voilà. en accéléré. Ça se passe sur une enceinte, ensuite il fait la deuxième avec un appui technique vraiment. Je vois un truc assez easy à monter, où toutes les parties un peu chiantes et qui pourraient poser un peu problème au niveau du montage seraient déjà entre guillemets préassemblées par nous, et il y aurait vraiment plus qu'à, ce serait vraiment du bricolage, on va dire de niveau 1 quoi, niveau 1, niveau 2. Ouais. Un truc à monter calmement à la maison avec un résultat extraordinaire. Qui demande pas des outils extraordinaires non plus. Non, une perceuse visseuse, Voilà. une meuleuse, une tronçonneuse et on est parti. Une quoi. CNC. Mais Et l'objectif, c'est de pouvoir faire en sorte que dans tous les salons, le vôtre en particulier, vous ayez une écoute de très grande qualité. Oui, parce que c'est ça. Voilà, parce que l'objectif, il est là, c'est pas autre chose, hein, c'est pas tout le reste après, c'est d'obtenir une écoute d'une qualité vraiment exceptionnelle à un prix très raisonnable. Voilà, c'est ça. à un prix virtuellement imbattable. C'est le but. Moi, je le dis carrément, l'objectif de ce truc-là, ce serait de faire le meilleur rapport performance-valeur-prix du marché. Littéralement, qui écrase tout. Alors, il y aurait pas. Alors, si vous êtes un amateur de marque et que vous avez besoin de bancs d'essai, des trucs comme ça, ce sera pas forcément pour vous. C'est pas la démarche qui va vous plaire. C'est pas la. Ça ne peut concerner qu'une partie de la clientèle. Ça concernera pas tout le monde. Si vous aimez les esthétiques d'enceinte, c'est vrai, comme on a vu sur des trucs à $40,000, super léché. Ce sera pas forcément pour vous. Mais bon, si vous êtes un audiophile vraiment très exigeant et que c'est le son qui vous concerne et rien d'autre que le son, je pense que c'est un truc qui pourrait vous intéresser. J'en ai déjà parlé un petit peu. J'ai fait mon petit sondage privé avec 2-3 clients qui sont hyper branchés là-dessus et ils m'ont dit creuse, parle-en. Je pense que ça peut intéresser les gens. On va dire que ça va être un croisement entre le do-it-yourself au niveau du modèle et le savoir-faire d'un fabricant. Et avec le savoir-faire d'un fabricant. C'est-à-dire que tu es accompagné step by step pour te faire un truc impeccable. Il n'y a pas de doute sur le résultat. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que l'enceinte est terminée, on sait qu'on part sur un truc de qualité. Oui, parce que la limite du do-it-yourself, c'est qu'évidemment, quand on fait tout seul, on est obligé de faire énormément d'expériences personnelles. Voilà. On achète beaucoup de composants. Parfois, ça marche pas. Donc, il y a quand même tout un ensemble de sourcing, etc. Là aussi, on pourrait être très balèze dans la mesure où, par exemple, nous, si on achète nos haut-parleurs, c'est en quantité, on aura des meilleurs prix que celui qui l'achète tout seul sur Internet. Ça, fatalement, ouais. Voilà. Et puis, on pourra tester toutes les associations possibles avant de mettre les produits en circulation, puisque c'est vrai que do it yourself, tu te rappelles, on avait été chez un client à Tourcoing, il avait fait ses ans, ça marchait pas du tout, c'était vraiment, on était un peu gênés, il dit ça marche, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, on pourrait peut-être modifier un petit truc, mais là c'est un style, c'est assez typé, donc c'était vraiment un style. Et c'est vrai que le do it yourself, on n'a pas pu le définir, le style, c'est quand même ici en interne, on a des décennies, on va dire, d'expérience en termes de conception, de montage, de calcul de charge, de fréquence de coupure, de trucs comme ça. Le client qui veut se faire son enceinte lui-même, il va quand même lutter un peu, quoi. Fatalement.
ça va quand même être un peu compliqué de. Donc on vous en parle. C'est un projet qui peut être fait. Vous savez que nous, quand on prend des décisions, ça se fait assez. Ça peut se faire assez vite. Il faudrait qu'on ait un nombre de clients suffisamment intéressant pour pouvoir lancer ça. C'est sûr que si on a 3 personnes qui se manifestent, donc ce serait le projet. Ce serait le projet. On attend vos commentaires avec. Dites-nous un petit peu. Ouais. Dites-nous un petit peu ce que vous en pensez. Mais vraiment, je pense que ce serait un nouveau modèle pour la partie enceinte électronique. On n'en parle pas pour l'instant. Non. Parce que ça, c'est autre chose. Monter un ampli soi-même à tube, bon. C'est plus compliqué. Ça peut être aussi dangereux. C'est ça. Ça peut être dangereux. C'est plus compliqué, c'est aussi plus dangereux. On n'a pas envie de vous tuer ou que vous tuez vous-même. On a besoin de vous. Voilà. Mais pour la partie enceinte, je pense que ça peut raisonnablement se faire. En tout cas, j'espère que cette initiative de faire la marque, une nouvelle marque la plus compétitive possible pourra intéresser des auditeurs. Voilà, messieurs. Très bien. On en a terminé. Très bien, merci. On n'a pas vu le temps passer. Ça fait maintenant plus d'1 heure et demie qu'on est en train de discuter. J'espère que la caméra n'a pas coupé. Qu'on n'a pas oublié de faire play. Bien, donc c'est écoutez, merci. À la prochaine pour un prochain épisode. Au revoir. Merci, au revoir.